territoriale. On a eu l'occasion de parler du commerce de demain, on a eu l'occasion de parler sur la deuxième session de l'attractivité des centres-villes, avec une vision au-delà de la question du commerce. Et ce soir, troisième sujet, sur un sujet très vaste, très large, de réinventer nos zones commerciales. Je crois que c'est un sujet important. Ce matin, j'étais à une rencontre avec le ministère sur la question du plan Action Cœur de Ville. Avec le ministère, on se disait que peut-être que dans 7 ans, 10 ans, c'est pas un plan Action Cœur de Ville dont on aura besoin, ça va être un plan Action Zone Commerciale, peut-être, tant les défis qui vont être à relever sur les zones commerciales vont être aussi particulièrement importants. Alors, la séance de ce soir, on va l'organiser, comme d'habitude, sur à la fois de l'apport en expertise et à la fois des témoignages. Donc moi je commencerai tout à l'heure pour se dire pourquoi il faut qu'on réinvente les zones commerciales, quels sont les facteurs clés, quels sont les accélérateurs de changement qui doivent nous faire prendre conscience de cette relative urgence, en tout cas de se reposer les bonnes questions. On aura un témoignage vidéo de Philippe Petitpré, qui est maintenant consultant en urbanisme commercial et que peut-être les uns les autres, moi je l'ai connu lorsqu'il était justement au sein de chez Limauchamp, qui va nous apporter justement aussi, lui, son regard, après je crois une quarantaine d'années dans l'urbanisme commercial, comment il voit l'avenir des zones commerciales. On aura ensuite le témoignage de Ghislain Fauquet et de Philippe Vattel, qui sont au premier rang ici, qui sont de la société Etixia, qui nous parleront de 2 exemples de requalification de zones commerciales. Alors c'est pas tout près ici, c'est à Besançon et à Tours. C'est assez intéressant de voir comment on peut faire muter une zone commerciale. Et puis on parlera pour terminer d'un témoignage plus près de chez nous ici sur Béthune, sur les évolutions de la rotonde 1 et de la rotonde 2. Juste pour faire le lien avec la dernière intervention c'était sur la question des centres-villes et des centres-bourgs. Vous vous souvenez que pour les centres-villes et les centres-bourgs, j'avais parlé de la nécessité, et je sais que sur Béthune c'est fait ici, de penser le centre-ville à 360 degrés. Et je vous avais présenté cette matrice avec les 4 fonctions du centre-ville, matrice que on a conçue nous, au sein de l'agence pour illustrer vraiment les facteurs d'attractivité. Rappelez-vous les 4 fonctions. Un centre-ville, ça fonctionne si il y a une fonction économique, c'est la question du commerce, c'est la question du tertiaire en cœur de ville. Une fonction identité, c'est l'aménagement urbain, c'est la dynamique culturelle, etc. La fonction habitat, rappelez-vous ce qu'on s'était dit, c'est que le commerce, puisqu'on est là pour parler commerce de centralité, le commerce de proximité, il souffre avant tout dans les centres-villes d'une insuffisance de clients de proximité, c'est-à-dire de dysfonctionnement de la fonction habitat. Et puis la fonction service, c'est tous les services non marchands. Rappelez-vous, on avait beaucoup parlé, pour ceux qui étaient là, de la fonction médicale, de la fonction service public, ces 3 fonctions, pardonnez-moi, qui tendent à glisser vers les périphéries. Ce qu'a fait l'agence depuis, en disant tiens, ouais, c'est pareil, il y a les 4 fonctions. Si on essaye d'appliquer les 4 fonctions sur les principales villes-pôles du territoire, qu'est-ce que ça donne? Alors ici, on a pris l'exemple de Lens. On voit qu'il y a une fonction qui fonctionne plutôt correctement, c'est la fonction service, à la fois sur le service public, à la fois sur des équipements de rang régional, comme l'université, et puis aussi on a la gare TGV. Fonction qui fonctionne beaucoup moins bien, vous allez voir pour Lens, c'est assez intéressant. On a par exemple le centre-ville de Lens qui a perdu 15% de sa population depuis 2015, c'est bien l'enjeu de la fonction habitat. Et si derrière, après, les fonctions commerciales sont fragilisées, on en a ici un des facteurs explicatifs. La fonction économique, fragilisation aussi de la fonction économique en cœur de ville. Donc ça nous permet un peu d'hiérarchiser les fonctions. Ça montre bien finalement que ce qu'on avait apporté dans une vision un peu d'expertise, voire peut-être un peu théorique, on peut la traduire réellement sur le terrain pour identifier véritablement les problématiques que l'on peut avoir. Le même travail a été fait sur Béthune, où là les fonctions sont un peu plus de taille équivalente, même si elles ne remplissent pas tout le carré, parce qu'on devrait quelque chose comme ça au maximum. On voit la fonction service, celle qui fonctionne plutôt correctement, on l'a bien identifié. Une fonction identité qui fonctionne mieux qu'à Lens, et surtout une fonction habitat qui fonctionne un peu mieux, même si on a, et je crois que c'est intéressant de le repérer, on a une baisse de population à l'échelle de la ville, mais c'est assez rare pour le signaler. On a un gain de population à l'échelle de la maille INSEE qui s'appelle l'IRIS de centre-ville.
plutôt une bonne chose. Alors après, il faut se reposer des questions sur les questions de paupérisation, etc. Mais c'est plutôt un indicateur encourageant, d'ailleurs, pour sauvegarder et maintenir, voire développer les fonctions de proximité. Même travail sur Liévin, où là, on a une matrice avec une autre physionomie, une fonction habitat qui fonctionne plutôt bien, avec une croissance de population. Alors après, c'est lié aussi à la structuration de la centralité de Liévin, une fragilisation sur la fonction économique, une fonction identité, là par contre, qui est vraiment en décalage. C'est cette fonction qui est celle qui déclenche l'envie de venir se balader, de venir boire un verre dans le centre, tout ce qui crée de l'affectif autour du centre-ville. Et puis, on a l'affectif, mais on a aussi le fonctionnel, même si on a des équipements, mais il y a quelques glissements vers les espaces de périurbanisation qui fragilisent là aussi la centralité. Et puis, quatrième et dernier exercice, voilà, de l'application de la fonction, des 4 fonctions, pardonnez-moi, sur Hénin-Beaumont. Donc là, une situation encore un peu différente, une fonction habitat qui est plutôt bonne parce qu'on est dans l'aire d'influence plus proche de la métropole lilloise, donc ça booste en termes un peu plus de population. Fonction économique est plutôt cohérente. Par contre, 2 points de fragilité, la fonction identité, très nettement, et la fonction service. Qui, effectivement, on a certes, bien évidemment, les services publics de base, mais on a assez peu de services, soit médicaux, soit services publics qui soient rayonnants. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'appliquer à chaque situation cette hiérarchisation des fonctions. Alors, on parle de ça sur les centralités, mais peut-être que tout à l'heure, quand on conclura cette réunion, on se dira que ces 4 fonctions, c'est peut-être ce qui est en train de se développer aussi sur les zones commerciales. Parce qu'on parle de plus en plus d'habiter des espaces commerciaux, on parle de plus en plus de redensifier les espaces commerciaux en équipement de services. Alors, est-ce que c'est une fonction pour analyser l'attractivité d'une centralité, ou est-ce que les zones commerciales pourraient devenir à leur tour des centralités de demain au sens de ces 4 fonctions? C'est une vraie question d'introduction qu'on peut se poser, qui invite à la réflexion. Il s'agira de bien intégrer ça dans les futurs documents d'urbanisme, parce que si on commence à mettre de l'habitat sur les zones commerciales, il faut que les documents d'urbanisme le permettent aussi. Donc on voit qu'on est aussi au début d'un changement assez profond sur ce point. Alors les zones commerciales, justement, qu'est-ce qu'on a comme défi? Parce que finalement, nos zones commerciales, tout allait bien. Jusqu'à quoi? On est en fin 2018, jusqu'à globalement 2016, sur nos zones commerciales, tout allait à peu près bien. Croissance régulière, on va y revenir, des mètres carrés commerciaux, quasi-absence de vacances commerciales sur les zones commerciales, et puis finalement, tout allait pour le mieux, avec en corollaire néanmoins la fragilisation des centralités. Mais finalement, il y a quelques phénomènes qu'on voit apparaître sur les zones commerciales depuis quelques années. Le premier phénomène, et nous on le voit très bien en travaillant sur les territoires justement, et sur l'accompagnement des collectivités sur les centres-villes, mais aussi sur la requalification de zones commerciales, eh bien on voit que quand même, sur les villes moyennes, on a un taux de vacances du commerce dans les centres-villes qui est en moyenne de 13%, c'est la moyenne nationale, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais moyenne nationale du taux de vacances sur les zones commerciales aujourd'hui, je parle bien des villes moyennes, on est aux alentours de 8,5%. Donc on a une progression très forte du taux de vacances commerciales, c'est assez spectaculaire, c'est-à-dire que le taux de vacances commerciales sur les zones de périphérie progresse quasiment plus vite que le taux de vacances commerciales dans les centres-villes. Ça veut dire qu'on a 2 types de vacances qui se développent, de la vacance, ou voire 3 types, de la vacance commerciale sur des friches liées à des déplacements de grandes surfaces vers d'autres zones commerciales plus attractives, qui est un phénomène très très important, sachant d'ailleurs qu'on attend avec impatience les décrets d'application de la loi Elan. Ce matin avec le ministère, c'était le sujet de discussion, où justement, sur les futurs dossiers CDAC, il pourra être demandé à un opérateur qui cherche à s'implanter sur un territoire à construire, on pourra lui demander de réutiliser prioritairement une friche. Il y a pas mal de choses qui vont muter. On n'a pas encore les décrets d'application. Pour la prochaine étape qui doit être notre cycle d'animation territoriale, qui doit être le 16 janvier, j'aurai plus d'informations à vous donner sur ce côté-là, parce qu'il y a des enjeux quand même qui sont assez forts sur ce point de la vacance commerciale. Vacance commerciale, est-ce qu'elle va continuer à s'accroître? Oui, parce que effectivement le phénomène de je quitte une zone commerciale pas très bien placée pour aller sur une zone commerciale un peu plus numéro 1, ça crée de la vacance.
On a aussi de la vacance commerciale qui se crée sur des locaux commerciaux neufs. On a d'ailleurs de plus en plus de dépôts en CDAC qui se font ce qu'on appelle à blanc, c'est-à-dire sans enseigne présente. Mais le sans enseigne présente, ça peut se dire que la commercialisation n'est peut-être pas terminée, mais le sans enseigne présente dans le dossier, ça veut dire aussi quelquefois qu'il y a on a du mal en commercialisation. Et le taux de vacances dans les retail parks, sur des villes moyennes, on va trouver des cases qui ne se commercialisent pas, c'est quelque chose d'assez important. Donc, phénomène de déplacement, phénomène de non-remplissage de nouvelles cellules commerciales, et puis troisième phénomène, c'est aussi le phénomène de fermeture d'enseignes, très clairement. On a vécu là, les fermetures de Kiabi, là, il y a le groupe Eram qui a annoncé la fermeture de plusieurs centaines de magasins sur 2 de leurs marques, alors qui étaient plus des marques de centre-ville comme Texto et Hero en l'occurrence, mais là je participe à une réflexion sur la question du marché du meuble. On sait par exemple que des boîtes comme But et surtout Conforama sont en limite cessation de paiement. Même s'il y a des groupes derrière qui sont importants, mais il y a des gros points de fragilité. Dans le domaine du meuble, on devrait avoir de la casse certainement. Après déjà, ce qu'on a pu connaître sur les meubles Atlas, les meubles Fly, on va avoir des fragilisations. Donc on est dans un phénomène comme ça de croissance, de risque de croissance majeure de la vacance commerciale. Ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que ce soit nous, intervenants, cabinets privés ou agences privées, ou la fédération Procos qui regroupe les enseignes, on arrive à peu près tous au même constat. C'est qu'en France, on aura quelque chose comme 20 à 25 millions de mètres carrés commerciaux de trop sur les zones commerciales à 2025. C'est-à-dire à peu près ce qui nous fera arriver à un taux de vacances aux alentours de 15 à 17%. Donc on a des enjeux et des défis qui sont importants là-dessus. Donc première question, comment on va enrayer l'augmentation de la vacance sur les zones commerciales? Deuxième question, comment on va intégrer ce basculement vers un monde nouveau ou un nouveau modèle? Je vous en avais parlé dès la plénière d'introduction, c'est de se dire que lorsqu'on regarde les mètres carrés commerciaux produits en France, qui progressent entre 4 et 10 fois plus vite que la population, plus la croissance des achats sur Internet, de l'offre en digital, on arrive très clairement en matière de commerce dans un nouveau paradigme où, après des années de croissance de l'urbanisme commercial porté par une demande qui progressait plus vite que l'offre, et bien aujourd'hui, dans un contexte où l'offre est supérieure à la demande, si on ajoute commerce physique et commerce digital. Ça veut dire que dans ce contexte-là, on a des risques de fermeture, mais surtout, il y a une exigence. C'est que lorsque l'offre est supérieure à la demande, il n'y a qu'un enjeu, il n'y a qu'un défi à relever, celui de la différenciation. C'est-à-dire comment on va rendre nos zones commerciales différenciantes. D'ailleurs, on le voit très bien. Les zones commerciales où il y a de la vacance, ce sont celles qui sont aménagées comme dans les années 70, une boîte en tôle, un parking, on reprend sa voiture et on continue comme ça. Puis si possible avec plein de grands panneaux moches devant. Hein. C'est un avis personnel. Et l'enjeu, justement, ça va être d'intégrer ça. Et d'ailleurs, l'agence d'urbanisme a fourni quelques chiffres ici pour montrer que ce basculement vers un nouveau modèle commercial offre supérieur à la demande, c'est pas juste un truc théorique. Concrètement, sur le territoire, quand on regarde par exemple les croissances de population, non justement, les croissances de mètres carrés sur le territoire entre 2006 et 2016, on a fait plus 44% si on arrondit. Sur la même période, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais on doit être à plus 1%. Mais encore, même pas. De population. Entre 0 et 1, voilà. Plus près de 0 que de 1 d'ailleurs. Hein. Donc vous voyez l'écart. Très très net. Alors l'écart, il est plus marqué. Alors il y a un écart, parce que là c'est en alimentaire, on est à plus 33,5. Alors ça voudrait dire que pour absorber ça, il faudrait, comme on n'a pas de croissance population, que les habitants du territoire mangent un tiers de plus. Je schématise. Mais on a un défi important. Et en non alimentaire, on est à plus 50% de croissance des mètres carrés. Alors, on a là, on voit bien, un offre supérieur à la demande, c'est pas juste un chiffre rouge qu'on agite au niveau national, c'est une réalité qu'on a aussi à l'échelle du territoire. Puis surtout, le vrai marqueur, parce que dans les années 70, on avait des croissances de mètres carrés.
qui était un peu moins forte d'ailleurs que celle qu'on connaît. Mais dans les années 70 ou 80, il y avait une croissance du pouvoir d'achat. Donc il y avait une capacité à absorber plus facilement ces croissances. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Et puis, à ça, ces croissances de mètres carrés, n'oublions pas de rajouter, sur la même période, on est passé, par exemple, en alimentaire, d'un digital qui faisait 1% de part de marché à du digital qui fait entre 13 et 16% de part de marché. Donc voilà, on est dans ce contexte-là, et la place de la zone commerciale, eh bien, elle est à repenser par rapport à ça. Question numéro 3, comment on va s'adapter à la nouvelle sociologie? Parce que d'un côté, il y a des changements qui sont liés à l'investissement d'acteurs sur les territoires, qui construisent des surfaces, comme on le faisait avant. Le digital est arrivé, mais au-delà de ça, au-delà de la question de l'offre, il y a une autre question, c'est est-ce que ces croissances de mètres carrés, est-ce que le modèle de la zone commerciale que l'on connaît, un peu vieillissante, modèle années 70, est-ce qu'elle est adaptée aux nouvelles populations? On l'avait évoqué sur la plénière d'ouverture. Moi, je vois 2 marqueurs très forts, peut-être même un 3e qu'il faut intégrer. La question de l'arrivée de la génération Z, c'est-à-dire ces jeunes adultes, jeunes actifs nés après 96, qu'on appelle aussi les digital natives, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais connu le monde sur Internet. Est-ce qu'ils ont une appétence pour les zones commerciales? Nous, dans les analyses qu'on peut mener, on ne voit pas beaucoup d'appétence pour les zones commerciales. On voit de l'appétence, par contre, pour du retail park, des formes un peu plus concentrées, où il y a du loisir, où il y a des convivialités. On voit une appétence de leur part pour les centres-villes, d'ailleurs, c'est un vrai atout pour les centres-villes. Et d'ailleurs, vous avez lancé au sein de l'agence une enquête, on a validé la trame de questionnaire cette semaine, pour justement voir quels sont les besoins et les attentes de la génération Z par rapport au commerce. Ce sera aussi un autre élément de la réflexion, et je pense que pour la plénière de clôture du mois d'avril, on devrait avoir les résultats de ce côté-là. Donc s'interroger, est-ce que le modèle de la zone commerciale qu'on aménage, qu'on continue quelquefois à aménager comme hier, est toujours le bon? Et puis par rapport à la senior économie, on a eu la chance ici d'être sur un territoire où la senior économie, c'est-à-dire les plus de 60 ans, était somme toute assez moyennement représentée. On est à 23% à peu près de plus de 60 ans sur le territoire. Et quand on voit au rythme auquel les plus de 60 ans progressent, on devrait être à une bonne trentaine, 30-35% de plus de 60 ans dans 10 ans. La seule question qu'il faudra se poser, c'est avec des besoins de consommation moindres, il y a peut-être des besoins ou des envies de se déplacer qui seront moindres aussi. Est-ce que la zone commerciale telle qu'on la connaît sera adaptée à la senior économie? Je me souviens il y a quelques années d'avoir mené une étude sur la relation de la senior économie avec les grandes surfaces. Plus on vieillit, plus on est adepte de petites surfaces. Alors ça ne veut pas dire qu'on va dans le petit commerce de proximité, mais effectivement un hyper qui fait 5 ou 6 ou 7 000 m², quand on a plus de 65 ans, plus de 70 ans, c'est pas l'endroit dans lequel on se sent mieux. La distance, la fatigue, la chaleur, la lumière, etc. Donc il va falloir intégrer ça. Et puis il y a la question aussi des actifs, donc il faudra qu'on se pose, on en parlera tout à l'heure. Mais on voit bien finalement que le modèle commercial, on pourrait dire aussi on va tout faire pour garder les zones commerciales telles qu'elles sont, mais les zones commerciales, si ça ne se renouvelle pas, on n'arrivera pas, elles n'arriveront pas justement à séduire ces nouveaux habitants. Et vous allez voir sur quelques exemples de requalification, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont orientées vers ces 2 segments. 4e question, le vrai sujet de la zone commerciale, c'est comment la zone commerciale va continuer à exister par rapport au commerce digital. C'est une question prioritaire à mon avis. Ça c'est la vraie question, qui est la même pour le centre-ville d'ailleurs. Qu'est-ce qui va faire que le commerce physique sera résistant par rapport au digital? Est-ce que ça sera la quantité d'offres? Je ne suis pas sûr, je pense qu'on aura toujours plus d'offres sur Internet que dans un lieu physique. Est-ce que ça sera le prix? Je ne pense pas non plus. Est-ce que ça sera par contre le confort? Le plaisir à y venir? Oui. Je crois que tout le travail, et ce que nous montrera Laetitia tout à l'heure, et ce que nous dira aussi Philippe Petitpré tout à l'heure, c'est finalement que la zone commerciale de demain, il va falloir qu'elle se réinvente et surtout qu'elle sache réenchanter le consommateur. Je crois que quand on regarde d'ailleurs ce qui se passe, même on en parlera tout à l'heure du projet d'Europa City dans le triangle de Gonesse près de Paris, zone commerciale nouvelle génération. Est-ce que c'est une zone commerciale ou un lieu de loisir? C'est plus conçu d'ailleurs comme un lieu de loisir. Et le commerce est annexe au loisir.
C'est-à-dire qu'on aura besoin du loisir, on aura besoin de quelque chose qui fasse plaisir, qui donne envie de venir pour que le commerce de l'autre côté fonctionne. Donc l'enjeu de réenchanter les zones commerciales, c'est juste de se dire comment l'aménagement de la zone commerciale va être en capacité, pour sa consommateur, et le samedi après-midi, dans son canapé, va avoir la capacité à lui donner envie de se bouger les fesses, entre guillemets, pour aller sur un lieu physique. Ou alors, si on n'a pas cette capacité à réenchanter, eh bien la commande, elle se fera depuis le canapé sur Internet. Donc on est vraiment dans cette nouvelle segmentation. Alors il ne s'agit pas uniquement d'opposer le digital et le territorial. Le digital est un vrai facteur d'attractivité du territorial, mais on a quand même cette segmentation très nette qui apparaît. Quatrième question, c'est justement comment on réenchante les espaces urbains. Donc je vous ai pris ici quelques jolies photos du joli aspect visuel de nos espaces commerciaux. Architecture, comment on va dire, économie de visuel, économie de signalétique, hein, on est tout à l'opposé de tout ça. On est tout à l'opposé finalement de toutes les questions de développement durable que les lois promeuvent aujourd'hui d'ailleurs. Donc il va falloir certainement repenser ça. C'est-à-dire qu'on a un modèle très clairement des années 70 qui a vécu. Alors est-ce que ça sera comme aux États-Unis, où globalement les malls des années 70, ils sont tous quasiment vides, et puis on a recréé autre chose dans des formes nouvelles un peu plus loin? Première question. Peut-être qu'aux États-Unis, ils ont un peu plus de foncier que nous. Ou est-ce qu'au contraire, il va falloir réinvestir ces fonciers anciens pour faire du renouvellement urbain, du renouvellement commercial, c'est-à-dire reconstruire le commerce sur le commerce? Peut être les deux questions. Sachant que de toute façon, vu les règles nécessaires en matière de contraction foncière, c'est quasiment que la seule solution. Donc l'enjeu aussi, ça va être pour les collectivités de se doter d'outils pour permettre le renouvellement commercial, de permettre à des opérateurs de trouver un modèle économique, parce que ça coûte obligatoirement plus cher, et vous en parlerez tout à l'heure, de déconstruire, de reconstruire ou de régénérer une zone commerciale. Donc ça va être des sujets particulièrement importants. Ce ne sera pas la collectivité qui fera le réaménagement, donc il faudra simplement accompagner les opérateurs privés, certainement sur cette mutation. Et puis, cinquième question, alors là je vous ai pris une carte avec plein de logos pour illustrer cette cinquième question. C'est ce que j'ai appelé comment s'adapter aux nouvelles zones de chalandise. Ici on est dans la région de Colmar, Célestat, etc. sur l'axe rhénois, ici on monte vers Strasbourg. Je prends souvent l'exemple parce que c'est intéressant. Hier, lorsqu'on analysait un dossier CDEC, CDAC, l'enseigne qui se mettait là disait, par exemple, je vais avoir une zone primaire à 5 minutes, je vais avoir une zone secondaire à 10 minutes, je vais avoir une zone tertiaire à 20 minutes, peut-être avoir une zone quaternaire jusqu'à 40 minutes. Parce que les territoires étaient relativement peu équipés commercialement. Aujourd'hui, il y a tellement d'équipements commerciaux partout sur les territoires qu'on voit une chose, et quand j'en discute avec les patrons de supermarchés, c'est assez net, ou d'hypermarchés, ils nous disent aujourd'hui notre chiffre d'affaires, on le fait quasiment plus avec la zone tertiaire ou zone quaternaire. On fait notre chiffre d'affaires avec la zone primaire de chalandise, voire la zone secondaire. Parce qu'il y a tellement d'équipements partout, c'est vrai qu'on ne fait pas 40 minutes pour aller faire ses achats alimentaires. On ne fait plus 40 minutes pour faire des achats, de vêtements de sport. On a tellement d'offres partout qu'à moins de 20 minutes, on a globalement l'offre qui correspond. Alors ce postulat-là n'est pas vrai sur, par exemple, tout ce qui est ameublement, déco, etc. Mais si vous prenez le sport, l'alimentaire, le jardinage, le bricolage, on n'a plus de grosses zones de chalandise parce que tout le monde est à peu près équipé. Et c'est pour ça que l'un des enjeux des opérateurs de distribution aujourd'hui, c'est de se dire comment je peux faire pour avoir davantage de clients au plus près de mon magasin. Et c'est pour ça, Citrus, ex-Imochamp, qui demain parle d'habiter les zones commerciales. Alors c'est pour générer de la valeur, mais c'est aussi pour générer de la clientèle de proximité. Vous verrez l'exemple que j'ai pris en Allemagne. Aujourd'hui, lorsque Lidl ou Aldi implantent un nouveau site en Allemagne, sans que la loi les oblige, ils construisent des logements au-dessus.
Parce qu'ils considèrent que ce qui fera marcher leur magasin de 1200 mètres carrés, c'est d'avoir 100 logements au-dessus, ou 200 logements. Et donc on va avoir aussi des opérateurs de distribution qui vont se recréer finalement la clientèle de proximité en réinvestissant les questions d'habitat. Ça va être un profond changement. Parce qu'il faudra encore donner envie de venir habiter sur une ex-zone commerciale. Ce qui n'est pas gagné. Hein, mais ça va être un sacré défi, hein. Je vous rejoins, Monsieur le Président. Mais en tout cas, c'est des questions qui sont posées, très clairement. Donc, et ça, c'est pour tirer de la richesse, parce que c'est vrai que c'est rentable pour l'enseigne aussi de mettre de l'habitat au-dessus, et c'est aussi pour avoir des clients de proximité que les enseignes ont de moins en moins. Et puis, question 6 aussi, c'est notre grosse question. Parce que dans la question comment réinventer nos zones commerciales, on a aussi comment réinventer le modèle de l'hypermarché. Est-ce que l'hypermarché, ça sera toujours un truc toujours plus grand? D'ailleurs, c'est assez rigolo. Moi, quand je faisais mes études dans les années 90, dans la distribution, on me disait que le format hypermarché, c'est toutes les surfaces au-delà de 2500 mètres carrés. C'est toujours comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec les opérateurs de distribution, 2500 mètres carrés, c'est plus un hypermarché, c'est devenu un format de proximité. Et donc, on grossit comme ça. Bon, ça, c'était le modèle jusque dans les années 2012-2013. Et puis, ce qui arrive depuis 2013-2014, c'est que la grande distribution, elle est en train aussi de découvrir que l'hypermarché, la course à la taille d'être toujours plus grand, était un phénomène en voie d'extinction. On a la croissance aujourd'hui Picard, Grand Frais, c'est-à-dire des enseignes plus petites, même si un Grand Frais c'est assez grand quand même, hein, mais c'est plus le format d'hyper, on va être sur l'hyper spécialiste, mais qui automatiquement va reposer la question de la pérennité de l'hypermarché qu'on a pu connaître. La croissance de Lidl, exponentielle ces dernières années, est-ce qu'elle est liée au fait d'avoir des prix bas ou au fait de proposer des surfaces plus petites où on peut faire ses achats plus rapidement? D'ailleurs, quand on voit le modèle de Lidl, avec aujourd'hui des Lidl qui n'ont plus rien à voir avec le discounter alimentaire du début où on mettait sur palette les produits, c'était ça les premiers Lidl. Aujourd'hui, regardez, hein, c'est arrivé dans les boîtes aux lettres la semaine dernière, le catalogue de produits alimentaires de Noël de chez Lidl, vous croyez voir la signature le nôtre, c'est d'une qualité exceptionnelle, c'est-à-dire on monte, c'est plus la question du prix, mais par contre on va jouer sur des petites surfaces avec plus de qualité. Donc ça, il y a un vrai modèle d'évolution de l'hypermarché. Quand vous regardez comment les groupes de distribution vont rebondir par rapport à ça, je voyais l'autre jour le concept que Intermarché a sorti. Ils ont fait des tests sur 2-3 magasins. Ils ont diminué la taille de l'hypermarché de 3000 à peu près à 1500-2000 m². Ils ont concentré sur l'alimentaire ultra frais et leur supermarché ou petit hypermarché ressemble davantage à des halles qu'à un supermarché avec des rayonnages classiques. Donc tout ça va nous obliger aussi à revoir finalement le moteur, parce que souvent dans une zone commerciale, le moteur c'est l'hypermarché. Mais l'hypermarché lui-même, dans ces zones commerciales qui doivent se réinventer, va devoir lui aussi se réinventer. Donc voilà quelques questions d'introduction qui nous montrent bien l'enjeu de faire évoluer les zones commerciales, et puis pour aussi mettre ça en perspective avec un autre regard que celui que je peux chercher à vous proposer au regard des expériences. On va regarder une vidéo, donc, je vous en parlais tout à l'heure, de Philippe Petitpré, qui a donc dirigé pendant une partie de sa carrière professionnelle les évolutions des sites Imochamp. Je vais aller chercher juste la vidéo et on va prendre le temps, sur une dizaine de minutes, d'écouter comment lui aussi voit cette évolution. Et on se retrouve juste après. Ça marche sans ça ? Ah, pardon. Effectivement, hein, ça nous donne une vision complémentaire à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc on est bien dans ce changement. L'immobilier commercial qui vient finalement du mobilier commercial,
Je crois que c'est assez intéressant d'intégrer cela. Mais comment on peut prendre ça en main, en charge? Si on regarde quelques hypothèses d'évolution de nos zones commerciales, ça sera quoi la zone commerciale? Effectivement, Philippe Petit pourra en parler. Hein, l'étape 1, ça a été d'améliorer, je prends juste deux pointeurs, d'améliorer les espaces extérieurs, d'essayer d'uniformiser, d'essayer de trouver des formes plus compactes. Et puis aujourd'hui, on voit arriver des ovnis. Tout à l'heure, on parlait de la compagnie de Salzbourg qui a créé Atoll à Angers. Atoll à Angers, c'est un truc, un ovni, posé au milieu de nulle part. Est-ce que ce sont des nouvelles enseignes qui sont arrivées sur Angers avec Atoll? Un petit peu, à peu près 20%. 30% et 70% des autres, des enseignes qui étaient dans des zones commerciales anciennes, qui sont venues dans ce site-là, où on a des déambulations piétonnes, on a des jeux pour enfants, on a des animaux, c'est animaux en plâtre, mais à l'intérieur, il y a tous ces éléments-là. Par contre, taux de vacances dans les zones commerciales à côté, ça s'est largement accentué. Est-ce que ça sera ça? Est-ce que ça sera ça? Là, on est du côté d'Annecy, de mémoire. Est-ce que ça sera ça c'est une image sortie d'Europa d'Europa City, pardonnez-moi, dans le Triangle de Gonesse, ou à la mode Qatari, où on vient installer carrément une piste de sport d'hiver dans la zone commerciale, cette question du loisir. Donc, où est-ce que ça va nous emmener? Je crois que c'est vraiment ces questions-là. C'est déjà des choses pour commencer, hein, parce que si on commence, quand Philippe Petit prédisait des nouvelles fonctions qui arrivent petit à petit sur des zones commerciales, je vois Carrefour avec sa filiale qui gère ses galeries commerciales, qui s'appelle Carmilla, elle commence à faire muter les galeries commerciales vers les galeries médicales, considérant que l'hypermarché fonctionnera s'il y a des équipements autour. Donc on est sur un petit bout du morceau de ville. Tout à l'heure, je vous en parlais de chez Aldi et Lidl. Voilà un exemple d'une réalisation pas très loin de Berlin, dans une ville moyenne, où effectivement on a une construction complète made in Aldi. Hein. C'est Aldi qui a fait la commercialisation des logements avec un promoteur. Donc on arrive, est-ce que ça sera ça la zone commerciale de demain? C'est des questions qu'on peut se poser. Ça je vais juste le passer. Ou effectivement, est-ce que ça sera de développer une multifonctionnalité loisir? Ici c'est un concept dans la région bordelaise, avec dans une zone commerciale ou reconversion de site avec une vague de surf, un bar qui fait vague de surf en même temps où vous pouvez surfer. Ce que je vous montrais tout à l'heure en termes d'image. La question du loisir va être une vraie question. Je pense qu'il y a 3 directions. Il y a la question des services, on en parlait tout à l'heure. Il y a la question de l'habitat, et je pense qu'il y a un gros enjeu sur les loisirs. En regardant bien une chose, c'est que le marché du loisir est le seul marché dans la consommation des ménages, avec celui des produits bio, qui progresse, qui a une progression à 2 chiffres chaque année. Donc le marché des loisirs peut être un marché porteur pour nos zones commerciales. Est-ce que ça sera un peu le totem, le truc qui attirera le loisir dans les zones commerciales? C'est une vraie question, c'est des hypothèses. Et donc il va falloir maintenant travailler la zone commerciale de demain en partant de ces hypothèses. Et pour le faire, eh bien, là je vous ai mis quelques exemples qu'on reprendra tout à l'heure. Et je vais passer la parole maintenant aux représentants d'Etixia pour nous parler de ce que vous avez pu mener sur Besançon et Tours, qui prennent des petits bouts d'idées qu'on a commencé à poser, que vous avez accompagné en termes de réalisation. Votre PowerPoint est là. Je vous laisse présenter l'entreprise et vous présenter, et puis nous présenter les 2 projets ensuite. Merci à vous. Merci. Merci, bonjour, merci de nous accueillir. Donc Guilain Fauquet, moi j'anime toute la dimension communication marketing chez Etixia, et Philippe Poitel qui lui s'occupe des grands projets, et notamment dans les grands projets celui de Tours qu'on verra tout à l'heure. Qui a les appels? Merci. On a pris beaucoup de plaisir à entendre tout ce qu'on a pu entendre depuis tout à l'heure, puisque vous allez le voir, ce sont des réelles convictions pour Etixia, c'est même parfois un combat qu'on mène contre l'étalement urbain, pour la redynamisation, la reconversion des zones commerciales, avec un certain nombre de fonctionnalités. Ce sont les 2 exemples qu'on va vous donner à l'instant. Tout à l'heure, vous disiez, je l'ai noté, c'était une question, est-ce que les zones d'activité commerciale doivent évoluer vers ces centralités? Nous, clairement, c'est oui. Voilà, toutes les fonctions qu'on a vues tout à l'heure. On y va, et vous allez voir avec un certain nombre de projets. Donc, qui est Etixia? Voilà.
Etixia, c'est une foncière d'immobilier commercial. Vous avez quelques chiffres ici, près de 600 millions d'euros de patrimoine immobilier sur à peu près 400 000 m² répartis un peu partout en France. On travaille avec un petit 80 enseignes clientes sur une centaine de sites, il y a une carte juste après, et surtout 30 passionnés. 30 passionnés parce qu'on défend, je le disais tout à l'heure, une conviction tous les jours. Et vous l'avez là-haut, notre métier, comme beaucoup de foncières, il est de gérer, de développer, de valoriser des zones et des lieux de commerce. Et nous, on a rajouté un premier mot qui est réinventer. Et c'est vraiment l'objet de la soirée, vous allez voir, on va y venir tout à l'heure. Et il y a deux autres mots qui sont très importants pour nous, c'est de manière durable et pérenne. Quand on travaille une zone, on la travaille dans une logique de patrimoine, donc ça veut dire que ce qu'on investit, ce sur quoi on travaille, 30 ans après, ça doit toujours être présent, ça doit toujours être valorisé. Donc il faut qu'on anticipe toutes les mutations qu'on évoque depuis tout à l'heure. Voilà, les sites qui sont là, ce qui est surtout important, c'est une présence nationale. Et tous les petits points rouges que vous avez, qui sont totalement illisibles parce que c'est écrit en tout petit, sont tous les projets que nous menons actuellement à des niveaux de maturité plus ou moins importants, de requalification, de redynamisation de zones commerciales. Etixia, c'est une foncière unique, et nous, on est un peu à part de l'univers des foncières, pour trois raisons. Pas forcément, je vous les cite pas forcément dans l'ordre, il n'y a pas de priorité. La première, c'est que nous sommes adossés à une enseigne que vous connaissez, qui est Kiabi. C'est-à-dire que nous sommes nés de l'immobilier, du patrimoine de Kiabi. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, on ne fait pas que pour des magasins Kiabi, mais surtout derrière, ça veut dire qu'il y a une logique de patrimoine familial qu'on a évoqué tout à l'heure, des patrimoines d'enseigne, mais surtout il y a un certain nombre de valeurs, et l'empreinte responsable de nos projets fait partie notamment c'est un ADN assez fort chez Kiabi, et c'est aussi très important pour nous, et ça montre, ou plutôt ça alimente toutes les réflexions qu'on a. C'est aussi important parce que quand on appuie ou on accompagne une enseigne comme celle-là, c'est-à-dire que quand on vient sur une zone, ou quand on redynamise une zone, on la redynamise sur le long terme. Deuxième item important, c'est l'orientation client, parce que qui dit Kiabi dit aussi ADN de commerçant. On a un double ADN, un ADN urbain et d'aménageur urbain, mais aussi un ADN de commerçant, et tout ce qu'on fait, on fait avec beaucoup de pragmatisme, beaucoup de simplicité, et pour servir le commerce et les commerçants. Et le troisième, on l'a juste après, c'est par l'approche métier, parce qu'on a une approche un peu inédite, et dans la manière de faire les métiers, dans la finalité du métier. Notre approche, elle est d'intégrer des nouvelles fonctions au lieu de commerce pour en faire de véritables territoires de vie. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'était la première slide. C'est Etixia, notre mission et notre combat, c'est de faire de ces zones de commerce des lieux de vie. Ça veut dire que des zones, on en parle depuis tout à l'heure, qui étaient 100% commerce, qui étaient sur des fonctions 100% commerce, nous on a une très forte conviction, c'est que ces zones ont de l'avenir, mais elles ont de l'avenir que si on les transforme. Et de lieux de commerce, si on en fait des lieux de vie qui servent le commerce, mais auxquels on vient mettre du loisir, auxquels on vient mettre de l'hébergement, auxquels on vient mettre de la restauration, un certain nombre de fonctionnalités qui n'existent pas ou encore très peu dans ces zones. Autre élément important, c'est que c'est taillé sur mesure. On voyait juste avant les 5 axes qu'on évoquait de redynamisation pour redynamiser des zones commerciales. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y a pas un modèle pour nous, selon les zones, selon les projets, selon les territoires. On peut prendre l'un ou l'autre de ces éléments. Singularité aussi de l'approche Etixia, c'est notre approche métier. Et la manière de le faire, on le fait en co-construction. Retravailler des zones commerciales et leur redonner un dynamisme, ça pourra se faire que si on l'intègre à l'ensemble du projet urbain, si on l'interconnecte avec la ville, si on arrête d'opposer aussi commerce de centre-ville et commerce de périphérie. Nous, on le dit très souvent, pour qu'un commerce de périphérie soit fort, il a besoin d'un centre-ville fort, très clairement. Donc tout ce qui peut se faire aujourd'hui en centre-ville nous intéresse, et on accompagne beaucoup de municipalités sur le sujet. Donc une démarche de co-construction qui se passe en 4 points, mais Philippe vous les détaillera après, notamment sur un exemple concret qui est celui de Tours, qui va du diagnostic jusqu'à la codéfinition du projet, et au bout du bout, on arrive sur une réalisation opérationnelle avec un effet de temps qui est très important pour nous, parce que quand on redynamise une zone commerciale, c'est pas... comme le font certains de nos confrères, on évoquait quelques projets tout à l'heure, on appelle ça chez nous faire pousser des murs sur la terre à vache. On n'investit pas une zone des prêts de la terre agricole pour créer une zone commerciale, nous on vient sur le bâti, on vient sur le foncier déjà existant et on le retravaille, donc ça veut dire que c'est beaucoup plus long. Mais par contre c'est beaucoup plus responsable et c'est beaucoup plus durable. Donc nous on y croit.
Quelques convictions, je l'ai dit tout à l'heure, ne pas opposer centre-ville et périphérie. La mixité, les nouveaux quartiers, là, Philippe nous en donnera un exemple juste après sur Tours. Nous, on est convaincus qu'on peut faire de ces zones commerciales de nouveaux quartiers, des nouveaux lieux de vie. La ville en plus va continuer à se développer, ce qui est aujourd'hui en périphérie, dans 10, 15, 20 ans deviendra des morceaux de ville. Par contre, comment ? Effectivement, c'est pas évident aujourd'hui de convaincre les gens d'aller habiter dans une zone commerciale. Si on vous pose la question aujourd'hui, je pense que vous direz tous non. Par contre, dans 15 ans, dans 20 ans, comment elle sera, comment sera le marché de l'immobilier, ben, tout ça, nous, on est convaincus qu'il faut l'anticiper. La justesse des mètres carrés, le réenchantement des zones commerciales, ça c'est donc une de nos convictions, j'en ai parlé. Et le dernier point, c'est qu'on a beaucoup parlé d'enjeux urbains, il y a aussi les enseignes, parce qu'on ne peut pas requalifier une zone commerciale sans embarquer les enseignes avec nous, et aujourd'hui, beaucoup d'enseignes se cherchent aussi sur leur modèle de demain. Donc ça veut dire que dans toutes les réflexions qu'on doit avoir sur comment on redynamise une zone commerciale, il ne faut pas oublier d'embarquer les enseignes, parce que les enseignes, elles se cherchent aujourd'hui, et personne n'est capable de dire finalement de quoi sera fait le commerce dans 10 ans. Il y avait une certitude, ou des convictions, il y a quelques années, on disait le commerce physique sera mort, tout passera en commerce électronique. Aujourd'hui, des acteurs comme Amazon cherchent à développer des points de vente. Amazon a annoncé il y a quelques temps, ils cherchent à ouvrir 3000 points de vente à travers le monde, donc à venir finalement vers le commerce physique. Donc quelle est l'évolution du commerce demain? On ne sait pas, dans tous les cas, on doit, nous, l'anticiper. Le meilleur exemple, enfin le meilleur moyen plutôt de vous expliquer toute la démarche Etixia, c'est de vous donner deux exemples. Deux exemples. Le premier, c'est une réalisation qu'on a faite il y a maintenant déjà 4 ou 5 ans sur Besançon, sur la zone commerciale de Château-Farine, qui est un exemple là, à la fois de démarche de co-construction avec les élus et de requalification d'une zone, mais d'une zone 100% commerce. Cet exemple-là, on l'a choisi à la fois pour illustrer notre méthode et notre manière d'intervenir, mais aussi pour vous montrer, on est dans l'axe 1 tout à l'heure, de retravailler le bâti finalement, et le front bâti. Et après, on vous parlera de Tours, ou Philippe vous parlera de Tours, et qui est un projet qui est encore en phase de démarrage, mais qui nous projette dans les années à venir sur un nouveau quartier, sur une nouvelle zone, qui n'aura plus rien à voir avec la zone commerciale actuelle. Besançon, je ne le place pas sur une carte, on va surtout placer sur la carte de Besançon la zone de Château-Farine. La zone de Château-Farine, c'était ça, donc c'est ce qu'on a vu beaucoup sur les slides depuis tout à l'heure, des ensembles de boîtes à chaussures, chaque boîte ayant son parking, sa voie de livraison. Une zone plutôt dynamique en entrée de ville, mais qui commençait à perdre de son attractivité avec les phénomènes qu'on évoquait depuis tout à l'heure. Donc notre approche, elle a été pour redynamiser cette zone, et ça a été un peu notre laboratoire à la fois de méthode, et notre laboratoire aussi où on a pu éprouver nos convictions, qui étaient pour redynamiser une zone, plutôt qu'aller en reconstruire une autre ailleurs, juste à côté, et finalement créer de la friche, et on va retravailler cette zone pour donner l'ensemble que vous avez, vous verrez quelques photos après. Ça c'était l'ambition de départ. La particularité de cette zone, donc un parc d'activité, assez traditionnel en entrée de ville, plutôt moche, il faut le dire, avec une particularité, et nous c'est la particularité quand on intervient sur le projet, c'est qu'on cherche à maîtriser totalement ou en grande partie le foncier. On ne peut redynamiser des zones comme celle-ci que si on maîtrise le foncier ou si on engage des partenariats avec les propriétaires qui sont aussi sur la zone. Et sur cette zone, on avait la chance de maîtriser l'intégralité du foncier, donc l'intégralité des bâtiments, avec 3 enseignes à l'époque qui avaient Top Office, Pizza Pie, et il y avait une vacance chez Boulanger. Vacance très importante puisque l'une des particularités ou l'un des enjeux de ce projet, c'était de redynamiser le site alors qu'il était en activité. Parce que c'est bien de vouloir redynamiser les zones commerciales, mais dans les zones commerciales, il y a des enseignes, et les enseignes, pendant les travaux, elles doivent continuer à vendre, elles doivent continuer à pouvoir garder leur chiffre d'affaires et leur développement. Donc ça veut dire que la vacance, dans ces cas-là, on l'utilise pour bouger les enseignes pendant les travaux, sur les différentes phases. Autre enjeu qu'on a travaillé avec la mairie de Besançon, c'était de reconnecter le site à la ville, retravailler les voiries, retravailler les transports urbains, retravailler les voies piétonnes, les voies cyclables. Et puis le dernier point, c'était recréer un concept architectural cohérent pour redonner, embellir aussi cette zone commerciale. La réflexion, ou les travaux, où le projet a duré à peu près 4 ans. Première réflexion lancée en avril 2019. Première acquisition en 2010. Il nous manquait notamment le bâtiment vacant qu'on évoquait tout à l'heure.
Là, c'est d'abord la mairie qui est intervenue pour le réaménagement des voiries des transports donc en 2011, et ensuite 17 mois de travaux de 2011 à 2013 en trois phases. Les phases, vous les avez successivement. On a d'abord travaillé l'arrière du bâtiment, parce qu'il y a aussi toute une problématique d'altimétrie, de but à aplanir, etc. Puis on a construit derrière les bâtiments, en bougeant les commerces, donc en déplaçant les commerces, parfois en modifiant aussi les ouvertures des bâtiments donc pendant l'activité, pour arriver à la fin sur le projet final et l'inauguration avec Monsieur le maire et toute l'équipe qui nous avait accompagnés en septembre 2013. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà à quoi ressemble la zone, donc elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne. On reste sur un retail park 100% commerce. Ce qui est intéressant dans ce projet, ça a été la manière de le réaliser, de manière très très étroite avec la mairie, de manière très très étroite avec les enseignes également, mais pour arriver à un projet 100% commerce. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a regardé l'effet que ça avait sur le commerce. Parce que c'est ça aussi, si on veut emmener des enseignes, il faut voir l'effet que ça avait sur le commerce. Donc, projet en co-construction, on l'a évoqué, on a travaillé avec la ville, on a travaillé aussi sur les dimensions d'emploi, avec les équipes de la ville, on a travaillé avec les enseignes, on a travaillé avec la régie de transport sur la desserte. On avait 3 enseignes partenaires, il y a un petit décalage dans le slide, qui étaient les enseignes initiales, Pizza Pie, Kiabi, Flunch, et puis on a 3 autres qui sont venus nous rejoindre, qui ont complété l'offre commerciale, une offre commerciale orientée famille. Et ce qui est surtout sympa, c'est le graphique qu'on a en bas, qui est la courbe de chiffre d'affaires d'un des magasins, où le point bleu que vous avez en bas et la zone rouge, c'est le moment des travaux. Et on voit qu'avant les travaux, avant le projet, c'est vraiment une zone et des enseignes qui étaient en difficulté, qui commençaient à perdre du chiffre d'affaires. Le rouge, c'est le moment des travaux. On voit que pendant ce temps-là, le chiffre d'affaires ne se développe pas. Le bleu, c'est le moment où le magasin concerné a réouvert. C'est-à-dire que les travaux étaient finis. Et on voit qu'à partir du moment où l'ensemble du retail park était achevé, on est remonté avec des effets quand même conjoncturels de temps en temps, mais sur une progression de chiffre d'affaires de plus de 10% entre le début des travaux et la fin des travaux. Donc ça veut dire qu'on peut redynamiser des zones en pleine activité, et c'est un pari gagnant pour l'enseigne. Par contre, il faut bien le faire, il faut embarquer tout le monde, et le faire de telle sorte que cette évolution de courbe, elle reste aussi pérenne sur les années à venir. Et pour nous, la conviction là-dessus, c'est que les zones ne doivent plus être 100% commerce, et ça c'est le deuxième projet. Je vais passer la parole à Philippe sur Tours, mais associer un certain nombre d'autres fonctionnalités qui vont au-delà du commerce. Merci. Bonsoir. Donc Philippe Poitel, je m'occupe des grands projets. Alors à l'origine on appelait ça grand projet parce qu'on était opérateur de commerce classique, on faisait des boîtes, on était fiers de faire 3, 4, 5, 6 000 mètres carrés. Là maintenant on s'intéresse à des opérations comme Tours qui pourraient monter potentiellement jusqu'à 55 000 mètres carrés. Vous imaginez le gap. Alors il y a 4 ans, quand je suis allé voir M. Bavary, qui était à l'époque le maire de Tours, je suis allé le voir comme je suis là devant vous, c'est-à-dire les mains dans les poches sans rien, en lui disant je vais vous voir avec 2 constats. Et puis une envie. Premier constat, c'est que l'âge d'or de la grande distribution, l'âge d'or de l'immobilier commercial est révolu et terminé. Je serais venu vous voir il y a encore quelques années comme un cador, et puis j'aurais essayé de vous faire passer tout ce que j'avais envie de vous faire passer, y compris la défiguration du territoire. Deuxième constat, c'est que la ville a gagné la périphérie. Les deux sont joints. Et la zone commerciale de Tours Nord, d'ailleurs on l'appelle Tours Nord, et c'est le seul endroit à Tours qui n'a pas de nom. Pas de nom de quartier, on appelle ça Tours Nord. C'est assez moche, donc on va essayer d'y remédier. Et la ville a gagné sur la périphérie. La périphérie est devenue une entrée de ville avec des boîtes, une entrée de ville peu qualitative, une entrée de ville avec un flux nord-sud, pour aller jusque Tours, mais aucun flux est-ouest. Et sur cette zone qui s'appelle la Petite Arche, on a dénombré 6 ou 7 centres commerciaux différents. Et les centres commerciaux, comme le disait M. Lestot tout à l'heure, qui fonctionnent en pure autarcie. Je veux mon magasin avec mon parking, et il est hors de question que les clients du magasin d'à côté viennent sur mon parking. Et il est aussi hors de question qu'on aille d'un centre commercial à l'autre parce que je ne veux pas perdre du chiffre d'affaires. Donc, on est parti de ce constat ces 2 constats avec l'envie, nous, c'est de faire quelque chose et de proposer
proposer notre expertise à la mairie, à la collectivité. Voilà. Premier rendez-vous, ça a été ça. Et puis deuxième rendez-vous, on a commencé à rencontrer des techniciens. On a fait des études sur le terrain. Donc on a mis un petit peu d'argent et on s'est mis à acheter. Alors voilà, vous avez, je sais pas si ici c'est le magasin Kiabi à l'autre d'origine. Ici le Auchan d'origine. La zone est beaucoup plus grande. Et au fur et à mesure, et là ici on est donc sur le long de l'avenue de la Marne, qui est l'axe pénétrant nord de Tours. On a racheté au fur et à mesure une casse auto, des petites maisons, un magasin Tati, un restaurant, et là un Samaclou. Ce qui fait qu'on a un terrain de jeu maintenant qui fait 35 000 m², sur lequel, avec une connexion directe ici, place de la Marne, avec tout ce qu'il faut en termes de transport en commun. Donc on a le métro, le tramway de Tours qui passe ici, et on a 7 ou 8 lignes de bus différentes. Voilà. On aurait pu se limiter à ce terrain de jeu. Se limiter à ce terrain de jeu, c'était reproduire les erreurs du passé, des années 70, des années 80, et dire ah, je vais faire un truc super, l'effet waouh, dont tout le monde parle à tout crin maintenant. On n'a pas voulu faire une soucoupe. On a fait un peu d'urbanisme. Et l'urbanisme, c'est quoi? Ben, c'est dézoomer. Donc on a dézoomé avec l'idée de tirer le meilleur, de détricoter tout le territoire, d'en tirer le meilleur pour déterminer ses enjeux, ses besoins, les confronter aux enjeux, aux besoins du commerce, ou en tout cas d'une opération comme celle qu'on envisage de faire, pour laquelle je n'ai encore aucun plan. Je suis incapable de vous dire comment ça va se passer. Ça, le discours a plu à la collectivité, donc maintenant on travaille main dans la main avec tout le monde, avec l'agence d'urbanisme notamment. On a analysé tous les enjeux. On est en train d'écrire une OAP, encore une fois en dézoomant, parce que l'idée c'est de pas être hégémonique et de pas acheter tout ce qui est autour. Par contre, l'idée c'est d'éviter de faire que, en ne se concentrant que sur ce petit terrain, donc qui fait quand même 35 000 m², on évite à côté que viennent se créer d'autres poches. Donc ça c'est la slide d'après. Voilà. Le secteur de projet est là. Voilà. On a pris un secteur d'études beaucoup plus élargi. On a payé les études qu'il fallait. On est allé à la rencontre des utilisateurs, à la rencontre des commerçants, à la rencontre des habitants. Parce qu'ici, on a, et ça c'est là où la ville a gagné la périphérie, bon, il y a encore un peu de vert, mais il y a 2 écoquartiers qui sont construits à Tours. Donc, c'est bien d'offrir des logements, mais c'est encore mieux d'offrir de la qualité de vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, rapidement, parce que des slides, je pourrais vous en montrer des dizaines et parler des heures sur le sujet. Les enjeux principaux, c'est inscrire la régénération de la zone commerciale dans son contexte de tissu urbain constitué environnant. Alors c'est des mots savants randonnés de façon savante, mais ça dit tout. C'est également assurer les continuités écologiques, paysagères et de mobilité douce à travers le territoire. On s'est aperçu, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y avait une pénétrante comme ça, celle-ci, mais qu'on ne pouvait pas aller d'une rive à l'autre. On ne pouvait pas bouger, on était encerclés. Dernier enjeu, c'est intégrer le site dans la dynamique de projet du grand territoire, en assurant une liaison entre ces 2 polarités. Et ces 2 polarités, c'est le nord, la Loire, et le sud, enfin le grand centre et le sud de Tours. Demain, je passe toute ma journée avec l'équipe projet, donc c'est ce que disait Guilain tout à l'heure, on a une façon de travailler un petit peu particulière, où on empile les compétences, où on se challenge tous. J'ai beau être chef de projet de Tours, je ne suis pas le patron pour autant. Chacun a le droit de me dire, mais attention, tu te trompes peut-être, attention, est-ce que tu as pensé à ça? Ça cogite, ça phosphore, et on tire le meilleur. Et je passe ma journée donc avec mon équipe et avec un urbaniste pour lancer la phase préopérationnelle. Et la phase préopérationnelle, ça va être quoi? Ça va être vous rencontrer, vos homologues, dans tous les domaines de la vie publique. Voilà. Particularisme aussi dans la co-construction, c'est qu'ici on a une grosse
zone commerciale représentée par une association. On a commencé à nouer des liens avec l'association des commerçants du centre-ville. Voilà, donc la dynamique est en marche. J'ai pas d'image à vous montrer, si ce n'est ensuite voilà, des intentions programmatiques de ce que pourrait être la future entrée de ville de Tours-Nord. Alors, on ne sait pas où sera le Kiabi. Pour l'instant, il est à peu près situé ici. On va expliquer aux commerçants que mixité aidant, nouveau mode de consommation aidant, il est peut-être plus intéressant de se placer à tel endroit qu'à tel autre. Donc on a un gros travail à la fois vis-à-vis de l'extérieur pour convaincre, mais également un gros travail en interne avec les commerçants pour leur expliquer que le meilleur endroit pour se positionner, c'est peut-être là ou là, mais pas forcément ici. Que vous dire d'autre sur Tours? Work in progress, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est porteur d'espoir. On commence déjà à réfléchir à des échanges de foncier avec la collectivité, à voir comment on pourrait peut-être intégrer la logistique du dernier kilomètre, parce que ça c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très important. Voilà, enfin, tout est ouvert, tout est possible. On s'amuse. Voilà. Je vais prendre votre micro, on va passer. Merci, on peut les applaudir parce que je pense que c'est une belle présentation. Je sais pas, il n'y a pas de son ici. C'est bon, ça y est, c'est parti. Effectivement, qui nous montre deux sujets. On va dire réinventer en restructurant, c'est le cas de Besançon, les linéaires commerciaux sur une zone commerciale à l'ancienne. Et puis là, en allant sur une restructuration, juste pour compléter, pour illustrer, et puis vous pourrez leur poser des questions, juste pour vous montrer aussi un travail, parce que là on a des intentions sur l'habitat, un travail que j'ai un de mes associés, Pierre-Yves, qui est architecte urbaniste, qui a pu mener sur Toulon-la-Valette, juste pour vous montrer ce que ça donne aujourd'hui. C'est un peu le même esprit que ce qu'on avait à Besançon, c'est-à-dire un espace, je vais y arriver, voilà, je vais choisir le bon truc, voilà, Toulon-la-Valette, zone commerciale insérée au nord de Toulon, donc dans un tissu urbain. La ville a rattrapé la zone commerciale, tissu ancien, j'ai pas toutes les photos, on va faire extrêmement court, c'est en 2010. Et en 2018, aujourd'hui, cette zone commerciale très traditionnelle, laquelle look, ce sont des photos réellement. Ici, on a recréé des rues commerçantes et avec de l'habitat au-dessus. Vous voyez ? Donc c'est vraiment un morceau de ville, comme on le disait tout à l'heure. C'est dans l'esprit de ce que vous développez. Vous développez sur Tours. On a, je crois Philippe Petitpré qui parlait d'Altarea. On a bossé ça nous avec Altarea de ce côté-là. Et comme quoi ça peut se faire. Alors c'est un temps long, 2010-2018, c'est long et en même temps pour faire muter un secteur de ville, c'est pas si long que ça. Par contre, et c'est là que l'importance et l'élément déclencheur, ce que vous le disiez très bien, c'est la maîtrise du foncier. Ça s'est fait parce que Altaria a maîtrisé le foncier, ça se fait sur les secteurs sur lesquels parce que vous maîtrisez le foncier, et le fait d'avoir un opérateur unique est important. Et j'ai bien aimé aussi votre remarque, je pense qu'il faut s'en souvenir dans les documents d'urbanisme, l'enjeu, et on commence aussi souvent par ça, par écrire une OAP pour effectivement stabiliser le projet. Parce que ça veut dire quoi, OAP? Orientation d'aménagement et de programmation. C'est effectivement un morceau, pour faire simple, du PLU ou du PLUI, qui permet de déterminer sur un secteur quelle orientation d'aménagement on veut donner au secteur. C'est important parce qu'on ne fera pas venir des opérateurs privés sur un secteur pour le requalifier si on a des opérations concurrentes, vous le disiez fort bien, qui partent à côté. Bien sûr. Avec une offre qui est supérieure à la demande, on ne va pas dupliquer partout les mêmes formes, donc il faut sécuriser. Et je crois que l'enjeu de la sécurisation de l'investisseur est un enjeu colossal et particulièrement important sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des questions à leur poser sur justement leur manière de faire ou des points qui... Oui, pardon. Oui. J'ai une question, pourquoi on continue à faire des parkings au niveau du sol et pas sous les magasins pour gagner de la surface agréable? Alors, Besançon, 2009.
À l'époque, on ne se posait pas encore. Pardon. Besançon, opération de 2009, à l'époque, on ne se posait pas encore la question. L'environnement n'est présent dans le discours, dans les têtes de beaucoup que depuis très peu de temps, malheureusement. Surtout, on aura ou du silo, parking silo, ou du parking enterré. Et tout dépendra, alors il y a l'équation économique d'un côté, bien évidemment, mais de l'orientation qu'aura le projet suite à la co-construction, suite aux échanges qu'on va avoir avec la collectivité. Ça, c'est très important. Une chose importante que je n'ai pas dite, c'est que il n'y a qu'une méthode, mais il y a plusieurs possibilités. Et chaque territoire est unique. Chaque territoire est différent. Chaque territoire a son histoire. Chaque territoire a ses caractéristiques propres. Et notre métier maintenant, c'est de s'adapter au territoire. Et aux gens qui font le territoire. Les gens qui font le territoire sont les élus, sont vous, les techniciens, ce sont les professionnels, mais ce sont aussi les riverains, ce sont aussi les gens qui viennent travailler. Sur nos zones commerciales, on a une zone près de Metz, on a 3500 salariés. On vient d'établir un PDE interentreprise. C'est nous qui avons plan de déplacement interentreprise. L'idée, c'était d'améliorer la qualité de vie des salariés, et puis en créant des modes doux de circulation, des hubs de service où les gens avec type conciergerie pourraient venir déposer du pressing. Enfin, il y a plein de choses. On oublie souvent dans les zones commerciales les gens qui travaillent. On parle des clients, on parle du chaland, on parle du flux, mais on parle peu de salariés. Et les salariés, c'est les premiers clients. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Je voulais juste apporter un complément par rapport au parking. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on a une conviction, on embarque avec nous beaucoup d'élus sur tous nos projets. Il y a aussi les enseignes embarquées. Et ça, c'était par rapport au parking. On a parfois des enseignes qui nous disent « Ah non, pas de parking souterrain parce que ça fait pas fonctionner le commerce ». Il y a cette réalité aussi qui est que si on veut redynamiser les zones, on a beaucoup de boulot. On a 20 ans, 30 ans de fausses idées. Non pas de fausses idées, c'était peut-être valable il y a quelques années, mais quand on dit aux enseignes, mais dans 10 ans ou dans 15 ans, la génération Z qu'on évoquait tout à l'heure, ou les millennials, peu importe comment ils viendront peut-être plus en voiture, ils viendront peut-être en trottinette, ils viendront peut-être en covoiturage. Il y a 5 ans, on n'imaginait pas partir en vacances en covoiturant avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas en se donnant rendez-vous au pied de métro. Aujourd'hui, tous nos jeunes le font, et même les moins jeunes. Dans 15 ans, comment on ira faire nos courses en périphérie, qui sont d'ailleurs peut-être plus la périphérie. Donc voilà, on essaie, nous, au quotidien, d'emmener les enseignes sur ce type de réflexion, voilà. Pour qu'un commerce marche, il ne faut pas forcément que la voiture aille quasiment jusqu'à rentrer dans la vitrine. Il peut y avoir d'autres modes, il y a un peu de temps long. Donc ça, c'est aussi pour... voilà, je réagissais par rapport au parking souterrain, parce qu'une enseigne nous disait non, pas de parking souterrain, ça ne marchera pas. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Et ça marche de plus en plus. Une remarque d'ordre général et une question par rapport à votre intervention. Je suis de l'agence d'urbanisme. On voit les zones commerciales, l'idée de retravailler sur les zones commerciales, apporter toute la dimension loisir qui se fait aujourd'hui, la dimension bureau que vous avez évoquée, l'ensemble des dimensions, l'ensemble des fonctions, équipements privé, etc. La petite remarque, c'était on apporte des équipements publics, une mairie, et on a un centre-ville. On a pratiquement refait une nouvelle ville, un nouveau centre-ville, et vous évoquiez les relations avec les centres-villes. Comment ça se constitue une relation centre-ville? Parce que on travaille sur la révision du SCOT de Lens-Liévin et Carvan notamment, puisque dans un des groupes de travail, on a eu l'occasion d'avoir le responsable commercial d'Auchan, Noël Godot, qui nous disait qu'il faut travailler à la connectivité entre la grande surface et le centre-ville. Ça veut dire quoi la connectivité? Quand vous avez développé les 4 fonctions sur un centre commercial, quand vous y développez du logement en plus, il suffit juste d'y apporter quelques équipements publics et on a presque un deuxième centre-ville. Dans des secteurs, alors je vois les exemples, je connais pas bien la démographie de Besançon, de Tours ou de Toulon, mais je présume que c'est des démographies qui sont plutôt en une augmentation, des secteurs qui tout au moins se maintiennent, voire augmentent en termes de population. Nous, dans notre territoire, sur le bassin minier, on est plutôt dans des secteurs qui perdent de la population, qui ont énormément de mal à stabiliser leur population, et notamment les centres-villes, qui ont plutôt tendance à diminuer, à se paupériser. C'est pour ça qu'on a des démarches Action Cœur de Ville, notamment.
est-ce qu'on risque pas à un moment de doublonner le centre-ville? Alors, je phosphore, hein, c'est à échéance de 10 ans, mais est-ce qu'un jour, peut-être, on n'a pas Porte Nord qui développe du logement, des équipements publics, et en fait, il n'y a plus de centre-ville ni à Bruay ni à Béthune, puisque tout est parti là-bas, puisque l'attractivité se fait sur Porte Nord. La même chose sur Noyelles-Gouloux. Enfin voilà, c'était des réflexions que je me posais, à part les services publics, qu'est-ce qui va manquer sur ces zones? Et c'est quoi la connectivité avec un centre-ville? J'arrive pas bien à la définir en fait. Merci. Comme je le disais tout à l'heure, chaque dossier est unique. En fait, la solution, on l'a certainement tous dans nos têtes, mais il ne faut pas qu'elle reste dans nos têtes, il faut qu'on la partage. Donc c'est en partageant les choses, c'est en travaillant les uns avec les autres, en jetant des ponts entre le public et le privé, entre les commerçants physiques et digitaux, entre le commerce de grande distribution et le centre-ville, qu'on va trouver des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. La seule solution miracle, c'est de s'écouter. C'est avoir envie de parler à l'autre et de l'écouter, et puis de trouver des solutions. Alors, pour répondre, peut-être un exemple à votre question, c'est pourquoi pas créer des coupons de réduction, des cartes de fidélité qui fonctionnent aussi bien en centre-ville qu'en périphérie. Ça, il y a des exemples, il y a des enseignes qui commencent à le faire, il y a des endroits où ça commence à se faire en France. Et ça peut être tellement d'autres choses. Je parlais de la logistique du dernier kilomètre. Pourquoi pas se faire livrer l'achat qu'on fait en centre-ville d'une télé ou un autre bien sur le centre commercial où il y a un peu plus de place pour accueillir ce genre de bâtiment. Je pense que le sujet par rapport à ça, c'est tout l'enjeu des documents de planification. Scott ou PLUI, justement de définir la vocation des espaces, de dire ok, on vous donne des droits à construire sur tel sujet, mais par contre il y a telle complémentarité que le centre-ville a conservé, surtout sur les tailles de surface et peut-être aussi sur la question des équipements publics et des équipements médicaux. Je pense qu'il y a des enjeux d'équilibrage entre les deux aussi, ça me semble important. D'autres questions? Juste sur les deux, on va croire qu'en fait, il faut absolument qu'on réponde à deux, ce qui n'est pas le cas. Je vois ça. Parce que sur la réponse de Philippe me faisait penser à deux réflexions qu'on a actuellement sur l'Est, sur Thionville et sur Metz, avec deux zones totalement différentes. Thionville, on a un retail park, une zone d'activité qui est à 3-4 km de la ville. Le centre-ville de Thionville fait partie des 222 villes qui sont en difficulté et qui ont été retenues dans le cadre du plan cœur de ville. On a des réflexions, parce que sur Thionville, c'est la particularité de ce retail park qui compose 13 ou 14 cellules, il y a 2-3 grandes antennes nationales. Tout le reste sont des petites entreprises, des entrepreneurs qui ont créé là leur première boutique, soit en franchise, soit sous leur propre nom, et ils sont venus là parce que le centre-ville était trop cher. On a des discussions, alors on ne sait pas encore comment le mettre en œuvre, mais en leur disant il y a peut-être quelque chose à imaginer, en centre-ville il y a de la vacance, il y a peut-être un point de livraison. Pourquoi ne pas vous grouper ensemble pour ouvrir non pas une deuxième boutique, chacun dans son coin, mais une boutique partagée où vous pouvez avoir des permanences de livraison. Certains font du drive ou font de la livraison. Donc voilà, c'est des idées qu'on essaie d'impulser. On a commencé à échanger avec le centre-ville de Thionville aussi. Ça peut être un truc qui n'existe pas, mais il y a peut-être quelque chose à créer pour se dire comment les commerçants de périphérie peuvent aussi réinvestir le centre-ville, et pas uniquement en reprenant un fonds de commerce, parce que certains n'ont pas les moyens de dupliquer leur commerce pour l'instant. Ça, c'est une première réflexion. Et l'autre réflexion, elle est totalement inverse. Elle est sur Metz. On parlait de l'Actisud, deuxième plus grosse zone commerciale de France, 5000 salariés, mais c'est même plus que 3500, c'est 5000 salariés. Sur l'Actisud, on est en train de réfléchir pour les salariés, Philippe l'évoquait tout à l'heure, à un hub de service qui permettrait aux salariés, dès 7h du matin et jusqu'à 21h ou 22h, d'avoir accès à des services auxquels ils n'ont pas forcément d'habitude accès, puisqu'ils sont isolés. Si vous voulez acheter votre pain quand vous travaillez à 7h du matin dans une zone commerciale, il faut attendre que le Carrefour ou le Cora ouvre à 8h ou à 9h. Idéal si vous voulez boire un café, etc. C'est de se dire comment développer des points de service, mais pas en faisant venir Paul ou la boulangerie ou Marie Blachère ou autre. Ça peut être en travaillant aussi avec les commerçants d'Hypercentre ou de Centrebourg, de Montigny, d'Audigny et de Moulins-les-Metz, qui sont les trois communes qui se partagent la zone, en leur donnant accès à un point où ils pourraient faire du dépôt, où ils pourraient faire de la vente éphémère dans un moment de la journée. Donc là aussi, non pas proposer à un commerçant de Centrebourg d'ouvrir un deuxième point de vente dans la zone, mais dans ce hub, avoir un lieu partagé, une espèce de halle,
avant tout destiné aux salariés, mais qui sert aussi aux shoppers et qui permet finalement aux commerçants de centre-bourg de réinvestir une zone commerciale à moindre coût et d'avoir accès à un deuxième type de client complémentaire à celui de sa boutique principale. Donc voilà, c'est des réflexions qu'on a, qui sont loin d'être abouties, parce que c'est des modèles totalement nouveaux, et des modèles économiques, et des modèles juridiques, et des modèles de fonctionnement. Mais voilà, ça fait nous partie des convictions qu'on a, qu'il y a un moyen de raccrocher les deux, soit en faisant venir le centre-ville vers la périphérie d'une manière intelligente, ou inversement, de faire aller la périphérie vers le centre-ville. Voilà, deux réflexions, il peut y en avoir d'autres à imaginer. Merci beaucoup. Pour continuer effectivement nos échanges, on va parler d'exemples locaux et j'ai appelé M. Gibson de Béthune qui va nous parler des réflexions. Alors on a titré sur la gare, mais au-delà de la gare, c'est aussi les évolutions de la rotonde. Hein, c'est ça que vous allez nous expliquer. Comment aussi là vous pouvez réinventer cet espace commercial bien connu sur le territoire. Merci. Je vais essayer d'être synthétique et en même temps, je pense que je vais être un petit peu atypique par rapport à tout ce qui a été expliqué jusqu'à maintenant, puisqu'en fait, on a une situation, vous le savez, hein, vous connaissez pour la plupart le territoire et la ville de Béthune, on a une situation atypique puisqu'on a la chance, en tout cas nous on le perçoit comme ça, les élus de Béthune aujourd'hui, d'avoir une zone commerciale en hyper-centre-ville. C'est l'histoire, vous le savez, on avait à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, une rotonde ferroviaire qui servait à entretenir les locomotives, qui se trouve ici, et qui a été abandonnée pendant une vingtaine d'années, puis réaménagée dans les années 80 en hypermarché Auchan avec une galerie commerciale, un flunch, quelques équipements publics dont un dojo et une salle des fêtes à l'intérieur, et qui ont donc permis à la commune d'avoir un centre commercial en plein milieu de la ville, puisque vous avez, vous le savez, le faisceau ferroviaire qui coupe Béthune en deux tiers de la population et le centre historique au nord, un tiers de la population dans les quartiers sud. Je finirai par la zone commerciale parce que nous, quand on a été élus, on a pris le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on subit depuis des années à Béthune le développement d'une zone commerciale à l'ancienne, type années 70, qui s'appelle la Porte Nord, qui continue à se développer aujourd'hui à l'ancienne avec une juxtaposition de boîtes à chaussures, et qui globalement est en train de s'auto-dévorer, parce que je pense qu'il faut se dire les choses. Vous avez un effondrement de la zone commerciale de la Porte Nord autour de Cora. La vieille zone Porte Nord est en train de s'effondrer. Et vous avez une recréation de la zone finalement autour du nouveau Lidl. Et au final, il n'y a pas vraiment de création d'activités supplémentaires. Et puis quand j'entends ici ou là, où je lis dans la presse que ça va créer 500 emplois, en fait c'est 500 emplois qu'on va détruire ailleurs dans le territoire. Puisque M. Lestou, vous l'avez bien démontré dans une étude financée par la communauté d'agglomération. Sur le territoire de Béthune-Bruay, c'est 30% de surface commerciale en plus en une dizaine d'années. C'est moins de 200 emplois dans le commerce. Alors il y a les mots, et puis il y a les actes. On est convaincu aujourd'hui qu'il y a trop de surface commerciale dans le territoire au vu de la population qui ne grandit pas, d'un appauvrissement et d'une paupérisation de cette population. Vous disiez tout à l'heure, il faudrait que les gens du territoire mangent 30% de plus. Vous auriez pu être encore plus provoque en disant qu'il faudrait augmenter leur pouvoir d'achat de 30% pour pouvoir vider les rayons des centres commerciaux. Et vu ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est plutôt... on tend plutôt vers le moins 30% de pouvoir d'achat que vers le plus 30% dans ce territoire. Également une zone qui s'est créée récemment à Tipolis 2 à Fouquier, qui est finalement elle venue se coincer entre la zone de la Rotonde de Béthune et la zone Porte Nord. Alors qui nous a piqué des enseignes, qui nous a fait partir boulanger de la zone de la Rotonde. Tout ça pour dire qu'on est encore sur un territoire où aujourd'hui, en tout cas c'est la vision des élus de Béthune que nous sommes, qui fait de l'aménagement commercial à l'ancienne, et qui est encore, tout le monde veut son Lidl, tout le monde veut sa zone économique, tout le monde veut son lot de boîte à chaussures en entrée de ville, parce qu'on a toujours le sentiment de donner comme sentiment aux habitants qu'on crée de l'emploi, et c'est souvent pas ça. Vous avez un Lidl qui s'ouvre à Choc, vous en avez un qui ferme à Marne-les-Mines, au final ça fait pas plus de Lidl dans le territoire. Il y a quelques semaines, on a eu le courage de refuser un permis pour un grand Lidl au nord de Béthune. Alors on sait que ça va faire polémique, on sera sans doute attaqué en justice, pas de problème, on assume. Mais à un moment, on ne peut pas, nous les politiques, tenir un discours de vérité envers nos habitants en disant il y a trop de grandes surfaces, il faut arrêter ça. Et quand Lidl vient nous voir en entrée de Béthune, au nord de Béthune, et s'installer finalement aux portes de la ruralité, signer un permis de construire en disant finalement c'est bien quand même. Donc on essaie d'être cohérent, puisqu'on est en plus dans une ville où 2 carrefours Contact ont fermé, et où on n'a aucunement l'intention de remettre de l'activité commerciale dans ces carrefours, on est plutôt sur autre chose demain.
Donc on négocie avec le groupe Carrefour pour récupérer les fonciers et faire autre chose. Et plus concrètement, sur la ville de Béthune, on a essayé de jouer la complémentarité entre le centre-ville, l'hyper-centre-ville commerçant, et la zone commerciale de la Rotonde. C'est-à-dire de sortir de ce discours depuis des années à Béthune où vous avez le grand méchant Auchan et puis les pauvres commerçants du centre-ville. On est convaincu qu'il y a une complémentarité. Donc on a voulu travailler autour de la gare, qui se trouve ici et qui finalement est le point central, et vous verrez comment ensuite on amène sur la zone commerciale. Ce qu'on a d'abord fait autour de la gare, c'est démolir beaucoup de choses. Des anciennes usines, une ancienne halle de marchandises, un ancien dépôt de bus, une ancienne friche industrielle au sud et un certain nombre de friches SNCF. On a fait un grand ménage pour récupérer plus de 10 hectares disponibles. Et puis on a d'abord, sauté sur le mandat précédent, mais on l'a poursuivi, on a d'abord attaqué par ici, ce qu'on a appelé à l'époque l'éco-quartier Testu, qui aujourd'hui s'appelle le nouveau quartier d'horlogerie, où sur une ancienne usine avec territoire 62, on a aménagé 6 hectares, qui étaient initialement prévus en logement pur, logement social. Et aujourd'hui, on a revu complètement le projet. On est plutôt sur du logement typé étudiant, résidence senior, logement dédié cadre, un petit peu de tertiaire, et puis un petit peu de sièges d'entreprises locales qui vont venir mettre quelques petits sièges sociaux avec du R+1, R+2. Donc on est plutôt sur un quartier à vocation, certes habitat, mais habitat étudiant, habitat senior et activité économique. En proximité immédiate de la gare, vous le savez, on a un projet de cinéma, de grand cinéma. La ville n'a plus de cinéma depuis une vingtaine d'années. Donc on a un projet, alors ça a été bataillé, puisqu'évidemment, le cinéma installé Porte-Nord n'est pas très content de voir un concurrent arriver. Donc on a eu droit à 50 procédures judiciaires, mais on en est sorti, et les travaux devraient démarrer très prochainement. C'est important pour une ville comme Béthune d'avoir un cinéma, mais c'est surtout une locomotive. On en parlait tout à l'heure, en termes de loisirs, un complexe cinématographique, c'est une locomotive. Et puis on est en train de réfléchir, et alors je vais vous donner des certitudes et puis quelques hypothèses très certaines. En abord de la gare, on a également un immeuble de 3500 m² de bureaux qui va émerger sur le parvis de la gare, qui est 100% financé par un privé. Souvent on nous dit comment vous faites, il n'y a pas d'argent public. Le cinéma, il vient tout seul. L'immeuble tertiaire, il vient tout seul. À côté du cinéma, on va avoir un hôtel de 70 chambres, c'est pareil, il vient tout seul, il n'y a pas d'argent public. Derrière le cinéma, on va aménager quelques chaînes de restaurants. Et puis de l'autre côté, entre le cinéma et le nouveau quartier, pour tout se dire, bowling, karting et une patinoire olympique double anneau qu'on va se payer sous forme d'une CEMOP. Donc vous voyez qu'on a un éco-quartier finalement qui avec du logement et du tertiaire, un gros pôle loisir en proximité gare, du tertiaire et l'agglomération qui va faire un grand parking pour les usagers de la gare. Ça c'est au nord. Et j'oublie pas, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais on a aussi pour ambition que tous les commerces de proximité qui sont ici, dans le quartier de la gare, vont bénéficier de l'effet locomotive du cinéma. Et finalement, dans cette zone qui commence à apparaître, que vous voyez se dessiner, on a aussi tout un niveau de commerce de proximité. Et on est en train également de travailler sur la liaison entre cette zone, ce morceau de zone en tout cas, et le centre-ville historique, avec une navette bus gratuite cadencée toutes les 10 minutes, et avec aussi le passage du BHNS, puisque toutes les lignes de bus du territoire vont converger sur le pôle multimodal d'échange de la gare avec le BHNS et les lignes secondaires. Ça, c'est la partie nord. Sur la partie sud, on va changer l'année prochaine la passerelle de la gare pour 7 millions d'euros pour venir faire un cordon ombilical entre la partie nord et la partie sud. Donc, une passerelle qui va se faire ici. À côté de la passerelle, ici, l'agglomération va à terme aménager un complément de gare routière au sud où toutes les lignes du Borézy vont venir se mettre en terminus à Béthune et un parking TER pour les usagers. En face, sur ce qu'on appelle la friche du crocatoire qu'on vient de démolir, on est plutôt sur du foot en salle, sur du paddle, sur du fitness, donc sur du loisir sportif. Ici, vous aurez un pôle culturel public, puisque l'agglomération a déjà une école de musique et une école de musique actuelle, mais on envisage de faire des bâtiments béthunois du Conservatoire des Arts Vivants, Conservatoire rayonnement départemental, une partie des bâtiments à Bruy, une partie des bâtiments à Béthune, donc un pôle culturel public. Juste à côté, vous avez un grand complexe sportif, une piste d'athlétisme, il n'y en a que 2 dans le territoire, une à Bruy, une à Béthune, une salle de gymnastique, 2 terrains de foot. Et puis derrière, vous trouvez la zone, la Rotonde 1, qui est la zone commerciale historique avec un bricot-dépôt, un gros Auchan qui est parmi les 10 plus rentables de France en termes de rentabilité au mètre carré. C'est un hyper qui est assez compact puisqu'il est contraint dans la Rotonde. Et je vous dirai après ce que nous explique Auchan sur son développement futur. Une galerie d'une 40aine de commerces, un dojo départemental, une salle des fêtes,
En face, vous avez un petit Nord-Auto, qui se sent plutôt bien où il est, un boulanger qui nous a quittés, qui va être remplacé par un Basic Fit. Et de l'autre côté d'une route départementale à fort trafic, vous avez Burger King, Intersport et un certain nombre de boîtes à chaussures et la station essence d'Auchan. Tout ça pour nous, c'est une seule et même zone, non pas commerciale, mais de cœur de ville. D'ailleurs, on a mis l'ensemble de ce dispositif dans le cœur de ville, et on a mis Auchan et la zone commerciale de la Rotonde dans le cœur de ville. On en parlera après pour ça, pourquoi. On raisonne aménagement global. Pour nous, c'est une seule et même entité. Alors c'est très étalé, ça fait un petit peu une arête de poisson qui slalome comme un serpent dans les villes. Mais pour nous, c'est une seule et même zone d'aménagement. Où on a beaucoup travaillé, vous l'avez vu, la partie mobilité. On a beaucoup travaillé la partie loisirs qui va sortir de terre. On a mis du tertiaire, on a mis du logement étudiant, du logement senior. On a à proximité du commerce de proximité quartier-gare qui demande à se redynamiser. Et d'ailleurs, si vous allez dans le bas Poincaré en ce moment, vous voyez des échafaudages apparaître. Les loyers sont en train de flamber. Moi, j'ai un ami qui vit Maréchal Juin, en face du futur immeuble tertiaire. Il y a 10 ans, il achète sa maison 110 000. Aujourd'hui, il la vend 220, sans aucun travaux. Donc, il commence à se passer quelque chose dans ce quartier de la gare. On commence à gagner en attractivité. Sur la zone de la Rotonde, on a beaucoup phosphoré. On a rencontré Auchan, Flunch, on a rencontré Brico Dépôt, avec des discours surprenants de ces acteurs économiques. Vous parliez tout à l'heure de la course à la surface. Aujourd'hui, Auchan nous dit « j'ai la bonne taille, je vais même réduire un peu. Mon drive, je vais peut-être le bouger. » Il ne demande pas de surface en plus. Flunch, aujourd'hui, voudrait doubler parce qu'il a aujourd'hui 3-4 services à chaque repas, qu'il aimerait bien doubler, peut-être ouvrir un Flunch Café, une deuxième enseigne. Et aujourd'hui, l'acteur de la galerie nous dit « j'ai 40 cellules, peut-être 10, peut-être 20 de plus à terme, mais pas plus. » Donc on n'est pas sur Noyer-le-Godot-Bis, c'est pas du tout la demande des investisseurs et des acteurs économiques aujourd'hui. Et en face, on a une zone, boîte à chaussures, qui périclite un petit peu, qui est vieillotte, qui est plus tout à fait adaptée, et qui est surtout coupée du reste de cette grande zone d'aménagement que je vous ai décrite par une rocade, une route départementale, avec un pont un peu glauque pour traverser. Donc une question qu'on est en train de se poser aujourd'hui, je ne dis pas qu'on va le faire, mais c'est une question qu'on se pose, et c'est pas une blague, c'est de fermer la zone de la Rotonde 2 définitivement, la raser, s'en débarrasser. Soit on l'a dans le lien avec l'agglomération, puisque c'est une zone gérée par l'agglo, on en fera un parc d'entreprises, comme le parc du Moulin à Beuvry, pour mettre des artisans, pour mettre des PME. Soit on en fera du logement, on étendra le golf, on passera de 9 à 18 trous, on fera autre chose. Et on ramènera les enseignes qui veulent rester de la Rotonde 2 pour reconcentrer dans la Rotonde 1. Donc avec une zone commerciale qui sera beaucoup plus petite, en surface de vente, qui sera beaucoup plus dense, donc on sera un peu dans l'esprit du tel parc, vous avez décrit quelque chose de plus dense. Et on a une opportunité foncière puisqu'on a une ancienne patinoire ici, qui est bonne à démolir, une ancienne chaufferie urbaine qui va être démolie et reconstruite plus loin. Donc ici, on a un peu de place, en lien avec Brico Dépôt, pour reconcentrer la deuxième zone économique. Donc vous voyez que c'est un pari un petit peu osé, puisque finalement, sur cette grande zone d'aménagement, il y a l'aspect loisir qui sera la locomotive. Il y a en même temps des commerces de proximité qui sont en proximité immédiate et qui vont se développer. Et sur la même zone, vous allez avoir un hyper Auchan et vous allez avoir un retail park reconcentré, rénové, beaucoup plus petit, mais qui est largement suffisant en termes de mètres carrés sur les besoins de la ville et du territoire. Alors, certains nous disent, est-ce que ça va marcher au vu du développement de la Porte Nord? Nous, on a une conviction, c'est même pas une conviction, c'est les chiffres, c'est qu'au nord de Béthune, il y a tout ce qu'on appelle le bas pays, avec un pouvoir d'achat extrêmement fort, et une forte capacité par la voiture à bouger. Aujourd'hui, ces gens-là, soit ils vont sur la métropole lilloise, soit ils montent sur Armentières, soit ils traversent Béthune pour aller à la Porte Nord à Bruges. Si demain à Béthune, ils trouvent tout en termes de loisirs comme à la Porte Nord, et même plus, puisque la patinoire, on sera les seuls à l'avoir de cette taille-là dans le département. S'ils trouvent finalement un hyper repensé, plus dense, où on parlait du stationnement avec un parking à étage, où finalement on consomme peu de foncier, on a beaucoup de place, un BHNS, je le dis parce que M. Tournon est attentif, des modes doux, on travaille beaucoup les trottoirs, on travaille beaucoup les pistes cyclables, on traverse plein de solutions pour venir à la zone commerciale et se déplacer finalement entre la patinoire et le reste par des modes doux également. Ben, ce pouvoir d'achat, il ne va plus aller à Bruges, il va s'arrêter à Béthune, il va se figer à Béthune. C'est un pari, on est en guerre contre personne, mais en tout cas on fait le choix de miser notre carte et de jouer notre carte à fond, de jouer sur nos atouts de façon raisonnable, et puis si ça crée de la friche en périphérie, quelque part c'est pas notre problème, il y a le PF pour ça, mais par contre effectivement il serait bon d'arrêter ce que vous appelez l'herbe à vache, il serait bon d'arrêter quand même des développements un peu anarchiques. Donc moi je ne crois pas beaucoup à la Porte Nord à jouer avec des habitations,
Ça, j'y crois pas tellement. Par contre, je pense qu'effectivement, on aura à terme de la friche, mais nous, on aura redensifié, reconcentré à Béthune. Et sur le logement et sur le reste de nos stratégies, et c'est pas le sujet ce soir, mais je vous le dis quand même, il nous reste des parts agricoles à Béthune, quelques endroits de la ville où il reste des champs. On ne les utilise pas, on bloque les projets des investisseurs. La priorité, c'est de démolir les friches et de reconstruire dessus du logement ou de d'autres types d'activités. Donc c'est un pari, c'est contraignant parce que du coup, vous en avez parlé, le foncier, il y a des copros compliqués, etc. Il y a l'EPF qui nous aide beaucoup, il y a des choses qu'on achète en direct, il y a des choses qui sont faites par des privés. Mais ce qui est important, il y a Imochamp, mais il y aura également des acteurs privés. Donc tous ces gens-là, on est en train de les mettre autour de la table. Je vous dis, dans d'autres villes, ils se regardent en chien de faïence. Chez nous, on leur a expliqué que de toute façon, on coupait le gâteau en plusieurs morceaux parce qu'on ne voulait pas donner finalement carte blanche à un seul investisseur pour faire ce qu'il veut. C'est notre ville, c'est les habitants qui décident, donc on aménage de cette façon-là. C'est sans doute assez unique en France, je pense. C'est un petit peu atypique. C'est pas forcément apprécié toujours chez nos voisins, peu importe. En tout cas, on joue cette carte-là et on essaye. Et je vous dis, avec des opportunités foncières de reconstruction sur des zones qui étaient déjà urbanisées. Et puis je vous dis, si Lidl n'ouvre pas un Lidl de plus à Béthune, on est content. Deux carrefours qui ont fermé, ça peut être perçu comme une menace, mais nous on voit ça comme une opportunité. C'est deux beaux fonciers en cœur de ville qui se libèrent. Il y a un Aldi qui avait brûlé, qui a voulu se construire chez nous, on a dit non, il va se mettre à Beuvry. Voilà, ça on l'assume complètement. Alors parfois nos habitants nous chahutent en disant mais oui, mais il n'y a plus de carrefour au bout de la rue. On leur dit c'est pas grave, il y a un bus toutes les 8 minutes. En 2 minutes 30, t'es au champ. Pour ceux qui cherchent cette typologie de commerce. Donc voilà, donc c'est un discours, je suis conscient, un petit peu atypique, un peu provoquant, mais qu'on tient à Béthune et surtout qu'on applique dans notre propre ville. Parce que si demain, quand on est en réécriture du SCOT ou quand on va à l'agglomération, on ferraille contre la porte nord, à un moment il faut des actes. C'est facile de dire on est contre l'étalement urbain, etc. Très bien, qu'est-ce que vous faites dans vos villes? Donc voilà un petit peu, ça répond à la question de monsieur tout à l'heure. Nous, c'est ce qu'on essaie de prôner au niveau du territoire, c'est ce qu'on fait au niveau de Béthune. On est en guerre contre personne, mais on joue notre carte avant pour développer la ville. Et si la ville de Béthune se développe et continue à évoluer, la patinoire c'est pour tout le territoire, le cinéma c'est pour tout le territoire, et ces équipements publics-privés, complètement privés, vont servir à l'ensemble du territoire. Donc voilà un petit peu la stratégie que je voulais vous présenter ce soir. Merci, c'était très clair, on peut l'applaudir, c'était vraiment intéressant. Ça montre aussi que tout démarre par, et vous l'avez illustré, par une démarche volontariste des élus. Je crois que c'est déjà ça. Par rapport à votre enjeu de maîtriser ce qui se passe à l'extérieur, dès que le décret d'application de la loi Elan sera sorti, vous pourrez demander au préfet de suspendre les CDAC sur le territoire, justement pour permettre le réinvestissement de sites que vous avez dans les périmètres prioritaires du plan Action Cœur de Ville. Donc ça peut vous donner aussi quelques moyens supplémentaires pour vous permettre de booster ce projet de densification qui va bien dans le sens du titre de cette soirée, de réinventer les zones commerciales. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous avez des questions auprès de M. Nilsson? Pour vider la zone en haut à gauche, c'est la rotonde 2, c'est ça? Qu'est-ce que vous donnez comme moyen ou comme outil? Pas forcément de moyens financiers, mais comme outil. La question m'intéresse. La réponse. La réponse m'intéresse. Alors, pour l'instant, ce que je vous évoque là est une idée provocatrice et péodosée. On parle d'une opération à plusieurs années, parce qu'il faudra d'abord créer les surfaces en face pour les déménager, s'ils veulent rester. Vous savez, pour vider une zone, c'est facile. Vous vous abstenez d'entretenir les routes, vous évitez de faire des travaux d'amélioration, vous entretenez les espaces zéro minimum, et surtout, non mais on va être très trivial, hein. Aujourd'hui les élus, on est là pour gérer une ville, il y a la loi, il y a vous l'avez dit des textes. Si vous voulez vider une zone, il ne faut plus qu'elle soit attractive. Donc ça passe par aucun investissement sur cette zone à part le strict minimum, et puis aller voir chacun des acteurs en disant de toute façon cette zone-là est condamnée, c'est d'aller dans la presse, on a envie de faire un golf, on va faire autre chose, et vous inquiétez pas, les investisseurs économiques ils regardent. Vous n'avez pas une enseigne qui va venir sur une zone où le maire va lui expliquer qu'on ne va pas faire d'investissement, et où de toute façon, peut-être qu'à terme ce sera un périmètre EPF, DUP, etc. Donc voilà, il s'agit de mettre personne dehors. Les enseignes qui sont sur cette zone de la rotonde 2, on y tient et on veut les garder. Mais il s'agit d'expliquer petit à petit que cette zone n'a pas d'avenir et qu'il va falloir regarder en face ce qui se passe. C'est courageux parce qu'au final, aujourd'hui, les boîtes à chaussures, Boulanger est parti, Basic Fit arrive. On n'a rien fait, ça se fait tout seul. Donc c'est une zone qui, même dans son état actuel, se remplit toute seule. Mais après, c'est du courage et je vous dis de la conviction politique. Et puis on trouvera forcément quelqu'un à un moment qui va venir faire de la maison de ville, qui viendra faire du développement économique. Mais c'est assez osé, je suis conscient que c'est assez atypique.
Pour l'instant, on se le dit entre nous, alors il y a quand même la caméra. Évidemment, quand on va venir l'expliquer aux habitants, alors les habitants qui habitent le quartier à côté vont être ravis parce qu'ils n'en peuvent plus de cette zone. Les habitants de la ville, au global, je pense, les commerçants et d'autres vont s'interroger en disant mais qu'est-ce qu'ils foutent à la mairie? Mais ça, c'est notre boulot de vendre des choses. Et puis de toute façon, vous savez, en politique, aujourd'hui, on est jugé sur les résultats. Donc si tout ce qu'on est en train d'aménager, ça marche, les gens seront contents. Si on se plante, un, les enseignes ne viendront pas, et de deux, ce qu'on est en train d'installer, le cinéma, etc., ne survivra pas. Et croyez bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient faire un cinéma, quelqu'un qui vient faire 3500 mètres carrés de bureau, quelqu'un qui va vous faire du bowling, du karting, quelqu'un qui va vous faire du foot en salle, qui vient mettre son pognon personnel pour construire des bâtiments et demain les louer, quelqu'un qui va répondre à un appel à concurrence d'une CEMOP à 17 millions d'euros de construction de patinoire, si les mecs viennent, c'est qu'ils y croient un minimum. Donc ce qu'on vous a présenté là, c'est ce qu'on présente avec le maire. Alors on a des plaquettes, on a des vidéos 3D, c'est ce qu'on présente à chacun des investisseurs qui viennent nous voir. Et au-delà de cette zone, quand on a des gens qui veulent investir dans le reste de la ville, on leur présente ça. Et même si c'est pas dans le quartier où ils veulent investir, dans la liaison globale ville, avec le réseau de transport en commun qui est en train de s'être aménagé, ils y croient. En tout cas, c'est le pied que Béthune a choisi. Voilà. Sans être en guerre encore une fois avec personne, mais si on veut reconcentrer le commerce en centre-ville et en ville, il faut de la place aussi pour toutes les typologies de commerce. Demain, je ne veux pas croire qu'on va acheter son pack d'eau dans un commerce de centre-ville, dans un pas de porte. C'est pas vrai. On se fera peut-être livrer à domicile, on ira peut-être au drive, mais vous irez le chercher, c'est des grandes surfaces ou moyennes surfaces. Ça, j'en suis convaincu. Et Auchan va muter. On l'a dit tout à l'heure, ils ont envie de réduire leur surface, ils ont envie de faire différemment. Ils sont parfaitement conscients que le modèle finalement des grandes surfaces, des grands hangars est en train de perdre de vitesse, ils le savent. Ils sont pas dupes. Petit à petit, ils imaginent. Et moi, je vous dis que demain, vous verrez, et vous le savez, regardez en Chine, des Auchan vont venir sur des pas de porte de cœur de ville, mettre des conciergeries numériques où vous rentrez le soir chez vous, vous allez taper à votre casier, vous ouvrez, vous avez des œufs frais, ce genre de choses. Bien sûr qu'on va y venir. Parce qu'ils y réfléchissent déjà, alors avec une ou ailleurs, mais ils y réfléchissent. Donc tout ça est en train de muter, d'évoluer, mais il faut arrêter cette guerre permanente entre les grands groupes de distribution et les petits commerces centre-ville. Chacun son métier. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, à condition que chacun ait des surfaces à peu près acceptables. Et on parlait de cœur de ville. Un autre avantage de cœur de ville, mais vous le savez mieux que moi, c'est qu'à partir du moment où la zone La Rotonde 1 et 2 sont dans le périmètre, je pense que vu les petites extensions qu'on envisage, on pourra se dispenser de toute commission d'aménagement et de toute autorisation. En gros, on n'aura pas besoin de demander au maire du coin d'être d'accord, on fera quand même. Volontarisme politique, disons-nous. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage. Une question, monsieur. Je monte vers vous. C'était pour moi. Oh, pardon. Deux petites questions. Est-ce que vous avez une idée de la fréquentation entre Béthunois et hors Béthunois aujourd'hui dans les zones que vous êtes en train de réaménager? Et la deuxième question, c'est quelle est la place de la voiture? J'ai compris la place du BHMS, des liens de transport, mais la place de la voiture en termes de capacité après projet. Alors c'est une vraie question. La fréquentation d'Auchan aujourd'hui, c'est 50 000 passages caisses par semaine. C'est plutôt pas mal. Il y a 26 000 habitants à Béthune. Donc la part de clients de l'hyper marché Auchan, je pense qu'il doit y avoir 20% de Béthunois peut-être, au grand maximum. Le reste, c'est l'aire de chalandise du territoire. Sur le reste des équipements type patinoire, on a une piscine aujourd'hui qui est la seule piscine avec un bassin olympique du Pas-de-Calais, puisque Lens, vous le savez bien, a fermé. On fait 420 000 entrées par an, autant que Belloir Park. Il y a à peu près 76% de la fréquentation qui est extérieure à Béthune. Donc ce type d'équipement patinoire au cinéma, on sait que ça va faire aimant pour tout le territoire et qu'il n'y aura pas que les seuls Béthunois. Mais c'est compliqué de vous dire quelle sera la part des Béthunois non Béthunois. L'école de musique aujourd'hui, qui est gérée par l'agglomération, il y a 60% d'extérieur à Béthune, sur celle qui est située à Béthune. Sur le stationnement de la voiture, on a fait un choix avec l'équipe municipale qui est un petit peu aussi provocateur. On pense que le tout bagnole c'est fini, mais qu'il faudra du temps pour que ça se comprenne. Et quand je dis c'est fini, je ne fais pas de polémique sur la situation actuelle, mais il faudra du temps. Et on a beau augmenter les taxes, etc. Vous habitez demain à la Couture, vous voulez venir à Béthune, à part votre voiture, vous n'avez pas de plan B. Vous n'avez pas de bus ou très peu. Le vélo, c'est quand même assez loin et compliqué, il n'y a pas de piste cyclable. À pied, bon courage, il faut être marcheur le matin et marcheur le soir. C'est un peu compliqué. Donc on est dans un territoire qui est à la fois urbain et rural, où quand vous venez du bassin Bruésie, avec le BHLS et les lignes de bus classiques, vous n'avez pas de mal à venir à Béthune. Quand vous habitez le nord du territoire jusqu'à Saint-Venant, la partie rurale, à part la voiture, vous n'avez aucune autre solution pour venir à Béthune. Donc il faut qu'on ait dans cette ville une capacité de stationnement suffisante pour ces gens-là,
mais il faut aussi qu'on anticipe et qu'on se dise finalement qu'est-ce qui va se passer demain. Quand on a été élu, l'agglomération voulait faire 700 places de parking à la gare. 700 places de parking en silo, en 3 étages en infrastructure. Alors, ça coûtait une fortune à l'agglomération, et surtout ça nous créait un bunker qu'on aurait eu bien du mal à démolir un jour, et on nous aurait dit mais vous avez fait ça il y a 10 ans, vous le mettez déjà par terre. À Béthune on connaît, on a 2 parkings souterrains, on va pas les démolir aujourd'hui, mais à l'époque on n'aurait peut-être pas fait les mêmes choix. Donc on a demandé à l'agglomération de briser le parking silo en 2 morceaux, un parking au nord des voies ferrées, un parking au sud, et de le faire en surface. Aménagement léger. De l'enrober, des arbres, un peu de bordure, un peu d'éclairage public, mais du léger. Parce qu'en fait, on est convaincu qu'au fil du temps, on va casser les parkings et on va mettre dessus des immeubles qui seront des immeubles tertiaires ou autre chose. Donc en fait, on est en train de créer des parkings qui sont demain des fusibles urbains, des fusibles de foncier qu'on fera sauter pour faire autre chose à la place. Donc il y aura toujours 700 places de stationnement au nord et au sud de la gare, mais qui seront en 2 parkings. Et le premier est l'immeuble tertiaire de bureaux qui va sortir de terre d'ici 3 mois. À côté, on a déjà prévu l'agglomération qu'on se réservait dans le parking une place pour casser une partie du parking pour faire un deuxième immeuble tertiaire peut-être dans 5, 10 ou 15 ans. Même logique au sud, on fait un parking en surface. Donc les parkings d'aujourd'hui, on ne fait pas de parking en superstructure, on fait du léger parce qu'on est convaincu que ce sera du foncier hyper intéressant et attractif demain qu'on pourra facilement démolir quand il y aura encore moins de voitures pour faire de l'immeuble. Donc on est en phase de transition sur l'usage de la voiture. On fait du parking, mais on fait du parking léger et réversible qu'on pourra transformer demain en foncier aménageable. Donc la jauge de stationnement, elle sera de 560 places au nord pour le parking TER, de 250 places au sud. On rajoute 150 places pour le cinéma, il y aura à peu près 240-300 places pour la patinoire, je crois que c'est 200 places pour le bowling, le karting, etc. Auchan a déjà un énorme parking en infrastructure qu'on peut éventuellement rajouter une dalle au-dessus, c'est ce qui est en train d'être regardé par Auchan de rajouter une dalle à 2e niveau. Ce qui coûtera beaucoup moins cher qu'acheter du terrain qu'on n'a pas de toute façon pour faire du parking surface. Et surtout, ce parking, finalement, il viendra fermer la zone commerciale. Comme on va fermer ce qu'il y a de l'autre côté, le parking, il sera tout au bout à l'extrémité de la zone et il viendra finalement faire tampon, butoir comme dans une gare de terminus. Donc le stationnement, il sera sous-dimensionné par rapport à aujourd'hui, par rapport aux usages d'aujourd'hui, il faut dire les choses. Par contre, aux usages de 5-10 ans, je pense qu'on aura trop de parking. Et on mise beaucoup... Alors on a été élu contre le BHNS. Aujourd'hui, je dirais qu'on est l'une des villes qui le vend le plus et qui l'assume le plus. Parce qu'on a complètement changé le tracé, on a tout réinventé. Je vous donne un exemple très concret. Quand on a été élu, la station de BHNS de la zone commerciale de la Rotonde était à 250-300 mètres des caisses du centre commercial. On a fait un choix, c'est qu'il y a un an, on a dit au SMT, vous changez tout. On a mis la nouvelle station de bus à 30 mètres de l'entrée du centre commercial. Et le centre commercial, sur ses 2 nids privés, a cassé du parking pour faire un beau maille piétonnier de 15 mètres de large entre la station de BHNS et les caisses. Avec les portes vélos qui vont bien, l'éclairage public, les caméras, les espaces verts, mais en cassant du parking pour se connecter à la station de bus. Je prends un titre de comparaison, la station de BHNS Cora, elle est à plus de 400 mètres des caisses. Quand il pleut ou quand vous êtes une personne à mobilité réduite, bon courage pour faire vos courses à Cora. Par contre, à Auchan, vous serez beaucoup mieux accueillis, vous serez beaucoup plus près. C'est un vrai enjeu. Je vous la provoque, mais c'est comme ça qu'on aménage une ville. C'est en faisant des choix et des paris. C'est tout. Voilà. Et après, il appartiendra aussi aux usagers de peut-être se dire demain, je me gare sur un parking relais en entrée de ville, je monte dans les transports en commun et j'arrive sur ma zone commerciale. Il y a quelques parkings relais qui sont prévus sur le réseau Tadao, il y en a à Decathlon notamment. Peut-être que demain, la place de Gaulle à Béthune deviendra un parking relais. Et que de la place de Gaulle en navette, on ira gratuitement jusqu'à la gare et jusqu'à la zone commerciale. Donc tout ça, on expérimente, on évalue, on évolue, mais on n'a pas envie de gaspiller tout notre beau foncier de cœur de ville pour faire du parking. Donc on risque d'être juste en stationnement pendant quelques années, mais les usages vont muter et le réseau de transport en commun et d'autres modes de transport, dont les modes actifs et les modes doux, devraient compenser ça assez facilement. Mais on sait qu'on va passer une crise du logement de voiture, si je peux dire ainsi, une crise du parking pendant quelques années, mais ça on l'assume complètement. De toute façon, c'est bien que ce qui génère des flux, ce ne sont pas les stationnements, mais c'est bien l'attractivité effectivement que vous développez. J'ai une toute petite question, Allez. Très rapide. Vous nous avez présenté un projet très très intéressant, ambitieux autour du pôle gare et qui intègre la rotonde, etc. Quid de l'articulation avec le centre-ville? Parce qu'on a un centre-ville commerçant qui se tient, même s'il a des difficultés. Il est dans les périmètres Action de Cœur de Ville, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est un petit peu éloigné par rapport un petit chouïa. Vous parliez de mobilité piétonne, etc. avec le pôle gare.
Alors, l'un des enjeux, effectivement, c'est de ne pas désertifier le centre-ville historique qu'il y a. Je rappelle quand même tous les usages de centralité. Sous-préfecture, tribunal, hôtel de ville, maison du département, etc., siège des bailleurs sociaux. Donc c'est un centre qui reste extrêmement actif. Beaucoup de tertiaires, beaucoup de personnes qui y travaillent. Le centre-ville n'est pas oublié, mais pour nous, on a plusieurs centres-villes. Le centre-ville dans cette ville de la mobilité, du travail tertiaire, du commerce et des flux demain, c'est le quartier de gare élargi que je vous ai présenté. C'est ça le centre-ville de Béthune demain. Mais le centre-ville historique va rester le cœur historique, la porte d'entrée du territoire avec son beffroi UNESCO et une zone de flux. Mais le centre-ville pour nous, c'est plus demain en termes commerciaux l'achat plaisir, l'achat qualitatif, l'achat milieu de gamme, haut de gamme, et la consommation de masse du milieu de gamme moins et puis du bas de gamme entre guillemets, sans être péjoratif pour la rotonde, ce sera la rotonde. Et après, il faut être réaliste. Si demain vous voulez un H&M ou un Zara, en centre-ville, j'ai pas la surface. Aujourd'hui, j'ai un Furet du Nord qui me dit, si je ne peux pas m'agrandir, je pars du centre-ville. Ils ont même voulu nous racheter la médiathèque. En disant, on va vous racheter toute la médiathèque, on va faire un grand Furet. Bon, on n'a pas sacrifié notre médiathèque, mais ça, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ces enseignes-là, on va leur donner de la place dans Béthune, peut-être pas en hypercentre, parce qu'ils demandent des surfaces qu'on n'a pas en hypercentre, mais dans le centre-ville et dans le cœur de ville quand même, via, par exemple, la zone La Rotonde. Ensuite, autre exemple concret, sur le BHNS. Quand on a été élu, il y avait un Y qui partait de la gare, avec une partie qui partait vers l'hôpital de Beuvry, qu'on a maintenu et renforcé, et une partie qui traversait le centre-ville. Les commerçants disaient déjà, on est parti pour des années de travaux, etc. Vous regardez à Lens-et-Livar ce qui s'est passé, on n'a pas eu ça à Béthune. La seule ville du réseau Tadao où il n'y a pas eu un seul courrier de plainte à Laurent Duporche sur les travaux, c'est Béthune. 0 courrier. Il y a des demandes d'indemnisation de certains commerçants, il y a 0 courrier d'habitants qui se plaignent des travaux en disant ça nous fait chier. Parce qu'on a accompagné le projet, on l'a vendu. Mais comment finalement, et je prends l'exemple que celui-là parce qu'après je vais être trop long, comment on fait quand même pour donner une BHNS au centre-ville sans travaux? On a été ingénieux et habile, c'est-à-dire qu'au 1er avril, vous aurez une navette de 24 places assises et 20 places debout, donc 40 places, qui fera la gare centre-ville toutes les 10 minutes en permanence, et qui, je vous l'annonce, sera gratuite, puisque la ville va mettre 10 000 € par an pour rendre cette navette gratuite. Donc vous aurez finalement un prolongement comme une tentacule de la Bulle 2, qui va venir en centre-ville, sans aucun travaux, sans aucune emmerde, et en plus c'est gratuit. Donc on va avoir une hyper desserte centre-ville-gare, je vous dis toutes les 10 minutes, 7 jours sur 7, de 6h50 du matin à 22h30 le soir, gratuitement. Et ça, on envisage en tout cas, on va lancer des études pour réaménager à terme le boulevard Poincaré, améliorer les trottoirs, mettre du vélo, peut-être un peu de navette autonome à terme. Tout ça se réfléchit. Donc non, on veut que ce centre-ville soit connecté au reste, mais je vous dis pour l'instant, on ne peut pas attaquer tout de front. Ça coûte déjà, là il y en a pour pas mal de millions, vous vous en doutez. Donc on y va par étapes. Priorité à ce que je vous ai présenté, et ensuite on travaille ce lien entre centre-ville et gare. Mais franchement, on joue la complémentarité et on ne joue pas l'opposition centre-ville et gare, parce que je rappelle que dans le quartier gare, avec Mme c'est bien, il y a pas mal de cellules commerciales aussi de proximité. Pas autant dans le centre-ville, mais beaucoup. Donc on y va par étapes, un peu d'agilité, un peu de provocation aussi, parce que c'est ce qui fait bouger les lignes de temps en temps. Et puis ça fait pas de mal de dire les choses quand même de temps en temps aussi. Bon, super, merci beaucoup. Merci à vous. J'aime bien cette soirée se touche à sa fin, qui est une dernière question. Et donc, troisième atelier qui sera suivi d'un 4e atelier qui sera sur la question de l'innovation, et donc on sera le 16 janvier prochain à Liévin, effectivement. Et tout à l'heure, on évoquait le fait qu'on fera démarrer les ateliers un peu plus tard pour permettre qu'il y ait un peu plus de monde. Donc on sera certainement vers 18h30, voire 19h, on en reparlera. Donc rendez-vous donc à Liévin le 16 janvier prochain. Merci de votre participation. Carole, vous voulez dire un petit mot pour conclure? Non? Donc au nom de l'agence d'urbanisme, je vous remercie et puis à très bientôt alors. Si, peut-être qu'il y a un petit peu... Il y a un petit pot à boire, oui, évidemment.